Abidjan, une référence internationale. Cette émission vous est présentée par la Sodemi, la porte d'entrée du secteur minier ivoirien. Bonsoir à tous et bienvenue. Si vous nous rejoignez sur NCI, merci de toujours rester fidèle à NCI 360, le magazine de la rédaction qui passe en revue l'actualité de la semaine. Semaine fortement marquée par ce drame survenu dans la zone industrielle de Yopougon. Des employés de l'entreprise de fabrication de peinture Industrap ont trouvé la mort à la suite de l'effondrement d'un mur au sein de l'entreprise. Que s'est-il passé? Comment en est-on arrivé à ce drame? Des signes annonciateurs avaient-ils été négligés? Quelle est la responsabilité des acteurs dans ce drame? Autant de questions que nous aborderons dans la première partie de cette émission. Dans la seconde partie, nous évoquerons l'actualité ouest-africaine marquée par le référendum au Mali où le oui l'a emporté avec un score de 97% des suffrages. L'opposition dénonce le pire scrutin de l'histoire. Analyse et décryptage à suivre. Et puis à l'international, coup de projecteur ce soir sur la confusion en Russie après la mutinerie du groupe Wagner. Le groupe dirigé par Evgeny Prigojine s'est retourné contre le pouvoir de Moscou avant de faire volte-face en annonçant la fin de ses opérations en direction de la capitale russe. L'analyse de cette situation dans la troisième partie de l'émission avec nos spécialistes. Voilà pour le sommaire. Pour la première partie de cette émission, donc, je reçois pour vous, chez vous, professeur Yves Yeboué. Il est le directeur de la prévention et de la promotion de la sécurité et santé au travail au sein de la CNPS. C'est bien cela? Oui, c'est bien cela. Monsieur Dokwaku, secrétaire général de l'Association des accidentés du travail. C'est bien cela? C'est cela. Merci d'être avec nous. Monsieur Andri Yao, secrétaire général chargé du secteur privé à la centrale FESACI. C'est bien cela. Merci d'avoir accepté notre invitation. Zadi Nyanya Théodore, que nous avons l'habitude de recevoir dans cette émission, président de la plateforme nationale des travailleurs du privé et des fonctionnaires. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Merci d'être là. Merci. Axel Andoyapi, qui est un rescapé, employé contractuel à Industrap et fils de victimes décédées. Bonsoir, Axel. Bonsoir. Merci d'être là. Enfin, Monsieur Patrick Gras, sous-directeur en charge du contrôle et de l'application de la législation à la direction de l'inspection du travail, donc répondant pour le compte du ministère de l'Emploi. Bonsoir, Monsieur Gras. Bonsoir, Monsieur Lirasouba. Bonsoir à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Vous le savez, 4 morts, 5 personnes dans le coma, une vingtaine en soins intensifs. Ce bilan est celui de l'accident de travail survenu à Yopougon après qu'un mur s'est effondré sur des travailleurs dans une usine de fabrication de peinture. Si pour l'heure, Industrap de son côté évoque un bilan de 3 décès et 5 blessés dans un communiqué qui nous est parvenu ce soir et dont nous vous donnerons la teneur. L'une de nos équipes était auprès des familles qui vivent difficilement cette épreuve. Je vous propose, messieurs, le reportage de Thiémé Dandier. On en parle juste après. Merci. Cette vidéo, depuis la semaine dernière, affole la toile et alimente la polémique. Que s'est-il passé? Descente alors sur le théâtre. Zone industrielle d'Abidjan-Yopougon. À l'entrée de l'entreprise concernée, un bandeau noir alerte sur la situation qui prévaut. En retrait, des employés méfiants évitent tout contact. Idem à la direction. Nous y sommes éconduits, notre demande d'éclairage sans suite. Direction alors dans des familles de victimes. Première destination, Andokwa-Sotra. Sur les lieux, une délégation de la centrale syndicale FESACI, venue pour le traditionnel yako, aux travailleurs victimes. Dans le salon, une épouse désormais veuve inconsolable. C'est tout, je vais voir le corps de mon mari. Ils n'ont qu'à faire ce qui est juste. L'épreuve de la brusque séparation dans la voix, elle revient sur la journée du drame. À 6 heures, notre deuxième, elle doit passer BPC. Donc à 6 heures, lui-même, il a pris la route. On est sorti de la maison. À ma grande surprise, à 17 heures, on m'appelle. On me dit, viens sur le lieu de travail de ton mari. J'arrive là-bas, on me dit, mon mari. J'arrive, ses collègues me disent, sous à faute. Les moyens sont amis aussi. Moi, je ne sais pas, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai même pas encore vu le corps de mon mari. La triste journée reste également dans les esprits de sa sœur et de son fils qui s'était rendu sur le lieu du sinistre. Je rentre à la maison, tout le monde en pleure. Je regarde aussi ma grande sœur, son accoutrement a changé. Je dis, grande sœur, qu'est-ce qui n'a pas marché? Il y a eu quoi? C'est quel accident? Célène m'a dit, il y a le mur de son service qui a écoulé, donc il faisait partie des victimes. Et ma petite soeur qui est là, elle fréquente. Elle est au 3e, c'est le vieux qui la réveille le matin même.
pour qu'elle puisse aller passer son examen. C'est dans ça qu'il est resté. Vraiment, c'est dur pour nous, hein. On souffre même. Cap sur Andokwa village. Le chef de famille est l'une des victimes décédées. Derrière lui, des proches consternés. Difficile là également de taire la douleur qui déchire les cœurs. Ici, encore, la journée de l'accident hante les esprits. Ils nous ont fait croire qu'il n'était pas décédé, qu'on l'a envoyé à l'hôpital. C'est pour pouvoir nous calmer sur l'effet du choc. On s'est retourné à la maison ici. Et environ 18 heures, les vraies informations nous sont parvenues pour dire qu'il était parmi ceux qui sont décédés. Fils aîné du défunt, ce jeune employé contractuel a vécu sur les lieux les derniers instants de son père. C'était 16h10. Moi, j'ai fini de faire mon travail. Lui, il était assis à la machine. Il m'a dit de ne pas rester dans l'entourage, d'aller un peu en haut là-bas pour m'asseoir. Donc, moi aussi, aller en haut. On tenait vers 16h30. En ce temps, on était assis sur la machine. C'est là que tout le mur s'est effondré. C'est tombé sur la machine. Et lui-même, le mur, le béton, plus tout est tombé sur plus la machine, tout est tombé sur lui. Dans cette famille, comme la précédente, l'on récrimine. Depuis 2020, il y a un accident qui s'est passé là, un accident de feu. Cette année-là, forcément que le gouvernement voit ce qui se passe. Nous pensons que c'est la négligence coupable. Parce qu'un mur ne peut pas tomber s'il n'a pas été bombardé. Il ne peut pas tomber sans cause. Certainement que ce mur était déjà fissuré, était déjà atteint. Mais par la négligence de nos employeurs, le drame s'est produit. Le drame n'est pas le premier survenu au sein de l'entreprise. Cet activiste du droit des travailleurs s'offusque de la reconstruction rapide de la clôture au cœur du drame, alors que les parents peinent à accéder au corps des victimes. Pour la FESACI, toute la lumière sera exigée sur les circonstances de l'accident. Nous sommes très révoltés au niveau de la FESACI. Nous allons poursuivre l'affaire. Là où on devra poursuivre l'affaire. En attendant, les victimes consternées appellent à l'assistance. On dit les enfants sont dans ma main, moi je fais quoi? Moi je fais quoi? Puis m'occuper d'eux. Et tout ça en classe d'examen, moi je fais quoi? Si le gouvernement peut nous aider à mettre pression sur pour qu'ils puissent vraiment nous dédommager, pour pouvoir payer la scolarité de mes frères et aussi pour moi. Ce drame, faut-il le noter, a fait de sources médicales et sécuritaires 4 morts certaines, contrairement à une rumeur qui annonçait aux premières heures 30 morts. Monsieur, Industrap, l'entreprise mise en cause dans cette affaire a produit un communiqué qui nous est parvenu ce soir, dont je vous donne à présent lecture. Le mercredi 14 juin 2023, un accident s'est produit sur le site d'Industrap, section boîte 6 à Yopougon, zone industrielle. Le mur de séparation entre le magasin de stockage des matières premières et l'atelier de production s'est écroulé du côté de l'atelier de production où se trouvaient les machines et des employés à leur poste de travail. Nous sommes au regret de vous informer qu'à la suite de l'accident survenu, nous dénombrons 8 victimes, dont 5 blessés et malheureusement 3 décédés. Les 5 blessés en sont fort heureusement sortis de l'hôpital. La direction générale s'incline sur la mémoire de ses employés, présente ses sincères condoléances aux familles des personnes décédées et souhaite prompt rétablissement aux blessés. La direction générale d'Industrap est mobilisée et met tous les moyens nécessaires depuis les premières heures de cet accident dramatique qui a endeuillé Industrap, un acteur majeur en Côte d'Ivoire dans l'industrie de peinture depuis 33 ans. La direction générale tient à rappeler qu'une enquête des autorités administratives est en cours, de même qu'une enquête interne pour identifier les causes de cet accident malheureux. Voilà pour le communiqué produit par l'entreprise ce soir. Messieurs, avant de prendre vos réactions respectives, j'aimerais me tourner vers ce rescapé et fils de victime justement de ce drame. Axel, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, c'est vrai que dans le sujet qui est passé tout à l'heure, vous avez évoqué quelques bribes des événements, des séquences qui se sont produites ce jour-là. Est-ce que vous avez souvenir de comment le drame s'est produit ce jour-là? Oui. Allez-y, expliquez-nous. Bon, en plein travail. Puis dans la journée d'abord, on a eu à parler sur ce mémo avec un ami, que moi, on était sur la même chaîne. Bon, en tant que moi, je suis chargeur. Lui, il est chargeur, on a eu à parler. Quand vous dites chargeur, votre travail consiste à faire quoi? Bon, nous, on charge seulement les boîtes pour aller en bas. Sinon, on envoie les boîtes et puis on met les peintures dedans.
Donc on a fini à 10h, il m'avait dit non, que le mur est là. Le mur est bizarre parce que le poids qui est derrière le mur, ça peut faire tomber le mur. Maintenant, moi, je ne l'ai pas accueilli. Je lui ai dit, forcément que le mur est si long comme ça, forcément il y aura du béton, plus des choses dedans. Donc, on ne s'est pas attendu à ça jusqu'à on est sorti à midi. À 13h, nous sommes rentrés. Bon, on a travaillé quand à 16h25, on tenait vers 30 pour qu'on puisse sortir. Donc, moi, j'étais là. Quand j'ai fini de faire mon dernier chargement, bon, le vieux m'avait dit... Vous êtes un chargeur, votre papa, il faisait quoi? Bon, le vieux, c'est un machiniste. Mais quand le chef de section n'est pas là, c'est lui qui remplace le chef de section. Donc, il était sur la machine, il travaillait. Donc, moi, je me suis déplacé un peu. À 16h25, c'est là qu'il a attendu le bruit. Donc, d'autres disaient que c'était le feu, donc on a sorti. Donc, en sortant, moi, je suis arrivé au dehors. J'ai commencé à chercher mon papa. Je regarde dedans, je ne le vois pas. Donc, rapidement, il y a un qui m'a dit, où ils sont assis là, c'est là-bas, le mur s'est effondré. Donc, on était obligé de rentrer, on est rentré. Moi, avec le même ami qu'on a eu à parler ce matin, on est rentré. C'est là qu'on a commencé à chercher. D'autres, j'étais blessé. Les blessés, ils étaient là. Donc, ils ont commencé à faire sortir les blessés. Donc, là, on a commencé à chercher mon papa. Il a commencé à le chercher. Quand il l'a trouvé, il y avait le béton, plus la machine qui était tombée sur lui. Quelle machine? Quel type de machine? Bon, c'est la machine qui met le fond qui est en bas. En bas, là, c'est là-bas qu'il travaille. C'est un engin lourd? Oui, la machine est très lourde. D'accord, très bien. Aujourd'hui, est-ce que vous disposez de la dépouille de votre papa? Bon, non. Pas encore? Depuis que l'on peut pas, on n'a pas encore vu le corps. D'accord, très bien. Monsieur, je me retourne vers vous. Vous êtes les principaux acteurs autour de cette affaire. Aujourd'hui, on parle du cas Industrap, mais il peut y avoir bien d'entreprises, bien d'industries en Côte d'Ivoire, au sein desquelles les employés ne se sentent pas forcément protégés. Donc on en parle ce soir. Professeur Yves Yebou, et vous qui êtes directeur de la prévention et de la promotion de la sécurité de santé au travail pour le compte de la CNP, est-ce que vous inspire cette histoire? Avant tout propos, je voudrais présenter les condoléances de notre institution à la famille éplorée, également à l'ensemble des travailleurs et, j'allais dire, à la Côte d'Ivoire tout entière. Bien sûr. Alors, il est important de noter que ce fait est donc un accident du travail à partir du moment où il est survenu sur les lieux de travail. Et en pareille circonstance, eh bien, la CNPS, en tant qu'assurance en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, va donc prendre en charge les victimes dès le lendemain du sinistre. Et la prise en charge, ça sera une prise en charge en nature et une prise en charge également en espèces. En espèces, en ce sens que les salaires non perçus seront pris en charge et des prestations en nature parce que les victimes seront prises en charge au niveau hospitalier afin donc de pouvoir obtenir leur établissement. Et si jamais il advenait que certaines victimes aient des séquelles, alors il y aurait une prise en charge à type de rente qui serait faite par la Caisse nationale de prévoyance sociale. Donc, je tiens à le dire, la CNPS fera ce qu'elle a l'habitude de faire pour les victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Et nous déplorons que ce genre de situation arrive. C'est la raison pour laquelle la CNPS, depuis 2014, a instauré en son sein une direction de la prévention. Laquelle direction de la prévention regorge de près de plus de 70 agents, que ce soit des contrôleurs en prévention, des médecins préventeurs. Mais justement, ces médecins préventeurs, ces contrôleurs en prévention, ils sont censés aider à prévenir pour ne pas que le drame se produise. Effectivement. Effectivement, l'entreprise... Et légitimement, on est en mesure de se demander est-ce qu'ils ont fait cette prévention? Oui, ils ont fait cette prévention, puisque plusieurs rapports ont été faits au sujet de cette entreprise. Et il faut dire que le premier responsable de la prévention des risques professionnels au sein de l'entreprise,
c'est bien l'employeur. Tout à Cela fait. est bien mentionné dans le Code du travail et la CNPS apporte son aide à l'employeur, à toute l'entreprise pour éviter ce genre de catastrophe. Et donc, nous suivons l'entreprise, nous lui faisons des propositions, mais évidemment, il importe que l'entreprise puisse appliquer ces dispositions. C'est intéressant parce que vous parliez de rapports. Est-ce que vous avez fait des rapports pour attirer l'attention sur le fait que ce mur présentait un danger pour les employés? Mais je ne saurais vous dire quand est-ce que ce mur a été mis en place, mais ce que je sais, c'est que avant d'entreprendre des travaux dangereux, entre guillemets, dans une entreprise, il importe que l'employeur informe l'inspection du travail et qu'il informe également la Caisse nationale de prévoyance sociale. Parce que nous avons près de 48 000 entreprises, 70 contrôleurs, nous ne pourrons pas passer en revue toutes les entreprises. Bien sûr. Mais lorsque il nous est signalé qu'il y a un changement important qui va survenir dans telle ou telle entreprise, alors nous nous devons de nous déplacer afin de voir de quoi il s'agit et apporter les mesures de correction ou l'aide nécessaire aux entreprises afin qu'il n'y ait pas de sinistre, il n'y ait pas d'accident ou de maladie professionnelle. Très bien. Patrice Gras, on peut vous poser la même question. Vous êtes sous-directeur en charge du contrôle et de l'application de la législation à la direction de l'inspection du travail. Est-ce qu'avant que ce drame ne se produise, vous aviez eu écho d'une telle menace? D'accord. Merci, M. Diarra-Souba. Je vous en prie. Avant tout propos, permettez-moi d'exprimer au nom du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Maître Adama Camara, et de l'ensemble de son cabinet, ses condoléances les plus attristées à l'ensemble des familles endeuillées et d'exprimer toute sa compassion à toutes les victimes. Il est bon de noter que, d'emblée, dès les premières heures de la survenance de cette tragédie, il a donné instruction à l'effet de déployer l'ensemble de ses équipes techniques, notamment de la Direction générale du travail, également de la CNPS, à l'effet de procéder aux enquêtes d'usage. Et évidemment, cela a abouti au déclenchement diligent de la prise en charge des victimes dont on parlait tout à l'heure, professeur Yoboué. Donc nous avons pris toutes les mesures possibles à travers nos enquêtes approfondies à l'effet de s'assurer que ce type de drame n'arrive plus. Sur la question, est-ce que nous avions des indicateurs qui nous permettent de nous alerter, il est bon, comme le professeur le disait tantôt, de situer clairement, d'un point de vue légal, les responsabilités. Allez-y, bien sûr. Je pense que vous êtes là. les articles 41 et suivants du Code du travail ivoirien fait obligation, met à la charge de l'employeur la santé et la sécurité de ses travailleurs. C'est lui qui est le premier responsable de la santé et de la sécurité de ses travailleurs. Il existe pour cela un organe qu'on appelle le comité de santé et de sécurité au travail, qui est le relais de l'administration au sein de l'entreprise. Donc, que fait l'inspection en ce moment? L'inspection conseille, l'inspection contrôle, mais l'inspection n'est pas au quotidien présente au sein de l'entreprise. C'est pourquoi il faut que chaque acteur, parce que nous sommes dans un secteur qui est dominé par le tripartisme, le gouvernement fait pleinement sa part, il est important que les partenaires sociaux jouent leur rôle. C'est à ce prix-là que nous pourrons gagner le pari de l'accident zéro en matière de santé et sécurité au travail. Très bien. Monsieur Dokwaku, vous êtes le secrétaire général de l'Association des accidentés du travail. Que vous inspire ce drame? Monsieur Diarra-Souba, avant d'intervenir, je voudrais, à la suite du professeur Yoboué, dire que les accidentés du travail et maladies professionnelles dont nous représentons, d'abord, au départ, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait ce que, on défendait leurs droits au niveau de la CNPS. Mais comme vous savez, notre structure est une structure qui n'a pas besoin de membres. Je m'explique. Pour faire partie des accidentés du travail, il faut faire d'accidents. Or, la nouvelle donne de notre structure dit qu'à partir de maintenant, il faut que nous fassions de la prévention des risques professionnels. De sorte que nos activités que nous menons, permettent dans les structures de diminuer un peu les accidents de travail. Du coup, s'il n'y a pas d'accident de travail, nous n'avons pas de membres. Alors, pour ce malheureux incident qui vient de se passer au niveau de la zone industrielle, nous avons essayé, malheureusement,
les chefs d'entreprise ne nous répondent pas. Parce que nous allons vers les chefs d'entreprise. C'est vrai que la CNPS fait beaucoup. Mais nous sommes là pour relayer la CNPS. Parce qu'on fait de la prévention des risques professionnels aussi. Et quand nous écrivons aux les chefs d'entreprise, ils ne nous répondent pas. Ils ne répondent pas. Il faut aller vers les entreprises pour leur proposer votre service. Quand vous y allez, ils ne vous répondent pas. Vous écrivez, ils ne vous répondent pas. Alors, c'est vraiment malheureux. Nous avons fait un certain nombre de propositions à la direction générale de la CNPS. Je crois que le professeur Iboué a eu nos propositions. Dans le cadre de ce drame ou de façon générale? De façon générale. De façon générale. Parce que, à la faveur de Kasbika à Guidé, il y a eu des recommandations qui sont choses. Et quand on est arrivé en Côte d'Ivoire, je crois qu'on on a fait une note au ministère des Affaires sociales à l'effet de nous permettre de visiter les entreprises pour leur faire ce qu'on appelle la prévention des risques professionnels. Parce qu'on se dit que la CNPS fait de la prévention des risques professionnels, mais c'est de façon classique. Quand vous allez, par exemple, dans une entreprise avec quelqu'un qui a le bras coupé, vous voyez que c'est plus palpable. J'ai envie de vous poser une question cash. Oui. Si l'existence de votre structure, celle que vous dirigez évidemment, n'a pas pu empêcher qu'un drame comme celui qui vient de se passer se passe, est-ce que finalement vos actions ont un impact dans l'environnement professionnel? Oui, oui. Dites-nous pourquoi. Parce que c'est vrai qu'Industrap, on n'a pas pu visiter Industrap, mais beaucoup d'entreprises ont été visitées par notre service. Par exemple, cette année, on a fait des missions à la mine d'Oditi. Vous savez que c'est des zones dangereuses où il y a assez d'accidents. Et quand nous allons faire ce qu'on appelle la prévention des risques professionnels, il y a une période d'observation et on nous fait comment on appelle, un bilan. Ça nous permet de savoir si nos activités que nous avons menées là-bas ont porté. Et je vous dis que c'est vrai que beaucoup d'entreprises, ceux qui refusent que nous les visitons, nous les rendons visite. Après, quand on a l'occasion de rendre visite, ils nous appellent souvent. Ça veut dire que ce que nous faisons a une portée. Par exemple, le mois passé, nous sommes partis je ne sais pas, je ne voulais pas dire le nom de la société. Nous y sommes partis, on a fait ce qu'on appelle la prévention. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils nous appellent à longueur de journée pour nous remercier. Je crois que nous avons fait le rapport au professeur Iboué. C'est pour l'essence. Très bien. Alors, messieurs les responsables des organisations syndicales, déjà, première réaction sur... On vous a entendu, monsieur Nri, dans le sujet. On vous donne l'occasion de le faire en direct là, maintenant. Merci bien, monsieur Djerasouba. Je voudrais, à mon tour, présenter toutes nos condoléances aux familles éplorées et souhaiter nos propres établissements aux victimes blessées. Au nom de la FESACI, je voudrais réitérer ici notre position. Nous disons qu'en Côte d'Ivoire, le travail, surtout dans le secteur privé, dans les entreprises privées, et les conditions de travail sont vraiment à revoir. Vous allez dans une entreprise, vous allez voir que tout est fermé. Les travailleurs sont dedans et tout est barricadé. Même à midi, pour sortir, c'est peut-être une ou deux personnes qui sortent pour acheter à manger à tout le monde, comme du bétail. Ça existe là, en Côte d'Ivoire, à la zone industrielle du Haut-Pougon. Nous sommes sur le cas spécifique de Industrap. Je n'ai pas envie de citer d'autres entreprises maintenant. Mais ça existe. Et à longueur de journée, nous sillonnons les entreprises pour dénoncer cela. Vous dénoncez à qui? Oui, mais nous parlons avec l'employeur pour lui dire que ce n'est pas normal. On ne peut pas traiter les travailleurs comme du bétail. C'est eux qui produisent la richesse. Donc, il faut un minimum d'égards pour ces personnes. Il y a des textes en Côte d'Ivoire. Et quand vous le dites aux employeurs que vous avez l'impression de vous heurter à un mur en face, quels sont vos recours finalement? Notre premier recours, c'est l'inspection du travail. Et nous avons beaucoup de cas dans les différentes inspections du travail de Côte d'Ivoire, où nous interpellons
l'employeur. Est-ce que vous avez l'impression que sur un seul cas, l'inspection du travail a réagi et a donné une suite favorable à vos requêtes? Dans un premier temps, on convoque tout le monde. On va discuter. Et puis, vous voyez que la situation ne s'est pas améliorée. Vous revenez, ça devient donc récurrent, comme si l'inspection du travail n'avait pas de pouvoir en tant que tel pour appeler l'employeur à corriger ses pratiques. Mais justement, c'est le cas de le dire. Peut-être que vous me direz, hein, Monsieur Gras, est-ce que l'inspection du travail a le pouvoir de contraindre les employeurs à améliorer les conditions de travail des employés? Merci, M. Dirassouba. Je pense que c'est le lieu de rappeler le mandat de l'inspection du travail. Allez-y. L'inspection du travail oscille autour de 3 piliers essentiels, que sont le contrôle, le conseil et aussi la conciliation. Je pense que l'aspect qu'il évoque rentre dans plein pied dans l'aspect de conciliation. Effectivement, là-dessus, nous sommes un organe d'exécution des tests. L'inspection du travail est là pour appliquer les tests. Et que disent les tests? Lorsque nous sommes saisis d'une plainte, nous délivrons une convocation. Et lorsqu'on délivre la convocation, il y a 2 cas de figure. Soit l'employeur comparaît, en ce moment-là, nous déroulons la conciliation, soit il ne comparaît pas, en ce moment, nous faisons un PV de non-comparution que nous transmettons au tribunal qui va sanctionner ce contravenant-là d'une amende qui ne peut être inférieure à 1 million. Mais dans le cas où l'employeur comparaît, nous tentons la conciliation, puisqu'il s'agit d'une conciliation. Et la conciliation peut avoir 2 issues possibles. Soit nous réussissons à concilier les parties, en ce moment-là, je pense que l'affaire est close, soit nous constatons la non-conciliation et nous transmettons l'affaire au tribunal. Donc, le tribunal du travail, qui est un partenaire important de l'action de l'inspection du travail, est aussi invité dans ce débat, puisque notre action se limite à la non-conciliation et nous transmettons l'affaire au tribunal. Et je pense qu'il est bien habitué à nos services et il connaît bien nos méthodes. D'accord. Zadi Niania? Oui. Bien, je vous remercie. Je voudrais prendre en compte tout ce qui a été dit par mes prédécesseurs et également présenter nos condoléances, les condoléances de la Centrale Plateforme aux familles et souhaiter prompt rétablissement à nos camarades qui sont touchés. Ce que je voudrais dire, c'est qu'au niveau institutionnel et normatif, je pense que notre pays est bien garni. Et comme on l'a vu tout à l'heure, l'inspection du travail, la CNPS, ont toutes les dispositions justement pour prendre en charge les victimes et faire le suivi, etc. Le problème que nous avons, c'est le respect de nos textes au niveau de certains employeurs. Et le cas que nous avons vécu ici est véritablement la partie visible de l'iceberg, de ce milieu du non-travail. Or, le rôle du Code du travail est d'humaniser le travail, de le rendre décent. Malheureusement, les conditions de travail telles que celles que nous avons observées ici sont exécrables et graves. C'est pourquoi nous souhaitons que ce drame-là, pour ne plus qu'il se reproduise, que des dispositions soient prises au plan judiciaire. On ne peut pas s'arrêter au plan administratif, au plan de la protection sociale, mais il faut qu'une enquête judiciaire soit ouverte pour que justice soit faite, parce qu'il y a mort d'homme. Et ça, c'est très important, c'est vraiment ce que nous souhaitons. Mais en plus de cela, tout à l'heure, nous avons évoqué le rôle de l'inspection du travail. Je pense qu'il faut donner un peu plus de pouvoir à l'inspection du travail. Tout à l'heure, il a dit que leur rôle s'arrête à un moment donné et ensuite on part, n'est-ce pas, au tribunal. Il faut leur donner au moins un premier pouvoir de coercition en renforçant leur capacité juridique. Et c'est important parce que c'est eux qui sont au quotidien, au contact avec les entreprises. Ensuite, il faut augmenter le nombre d'inspecteurs du travail. Il n'y en a pas assez. Je ne sais pas s'ils sont 300 même dans ce pays. Avec tout le nombre d'entreprises que nous avons, il est du devoir de l'État de véritablement ouvrir la vanne pour que nous ayons de nombreux inspecteurs du travail, pour que justice soit faite et que ces entreprises soient contrôlées comme il le faut. Les lois sont là, c'est l'application qui pose problème. Or, pour que les gens appliquent, il faut de la coercition, il faut du contrôle, il faut de la présence quotidienne de nos structures de contrôle. Est-ce que vous avez le pouvoir de la coercition? Je pense que c'est une question qui revêt bien de compréhension. D'une part, oui. D'autre part, notre pouvoir de coercition est continué par l'action du tribunal de travail. En quoi est-ce que nous avons, oui, le pouvoir de coercition? C'est que cette capacité juridique qui nous est offerte de convoquer l'employeur, de constater l'infraction, de prendre des mesures immédiatement exécutoires, c'est un pouvoir de coercition. Et comme je le disais tantôt, notre action est complétée par l'action du tribunal de travail.
nous travaillons en bonne intelligence. Je salue au passage les acteurs du tribunal du travail qui complètent assez fortement l'action de l'inspection du travail. Donc je pense qu'en l'état actuel de nos tests, l'inspection du travail fait ce qu'il peut, fait ça bien, et nous incitons les uns et les autres, l'ensemble des partenaires sociaux, de rejoindre le train de la lutte contre le travail dissimulé, afin qu'on puisse gagner le pari du travail décent. Alors, à partir de 50 employés normalement dans toute entreprise, vous l'avez révélé vous-même subrepticement, il y a obligation de créer un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui est censé relayer les éventuelles anomalies constatées dans l'exercice des fonctions. Est-ce que ces comités existent réellement dans les entreprises? Est-ce que vous avez le moyen de contrôler leur existence, leur présence dans les entreprises finalement? Effectivement, merci M. Diarasouba, parce que si nous assistons à ce type de drame qui a eu lieu, il faut le dissocier, c'est parce qu'il y a un dysfonctionnement ou il y a une responsabilité coupable du chef de l'entreprise, à qui, nous l'avons rappelé, incombe l'obligation d'assurer la santé et la sécurité de ses travailleurs, conformément aux articles 41 suivants du Code du travail. Donc l'inspection du travail, à travers ses différentes missions de contrôle, vérifie ces aspects. Ça pesantit non seulement sur les conditions de travail, mais surtout sur la santé et la sécurité des travailleurs. Est-ce que ces comités existent? Pour certaines entreprises... Est-ce que vous avez des éléments qui prouvent que ces comités existent? Vous avez des chiffres, des éléments factuels? Effectivement, comme je le disais tantôt, il y a deux cas de figure. Nous avons le cas de figure où le comité, de façon organique, existe. Après, le fonctionnement pose problème, parce que l'enjeu, ce n'est pas tant que le comité existe, mais il faut que le comité fonctionne. Ce que vous dites, c'est qu'il y a des comités qui existent, mais que de nom. Ce cas de figure existe. Oui. Il existe aussi des cas de figure où des entreprises qui ont l'obligation de créer ces comités n'en existent pas. En ce moment-là, avec notre partenaire traditionnel, la CNPS, nous menons nos actions. Nous faisons du conseil, nous faisons de la sensibilisation. Et lorsqu'il y a lieu, nous constatons les PV d'infraction que nous déférons au tribunal du travail. Donc je pense que nous faisons, au niveau de l'inspection, beaucoup d'actions. Et rien que pour cette année, nous avons initié près de 1000 contrôles qui ont permis de déceler certaines défaillances et qui ont permis d'adresser ces problématiques au tribunal du travail. Et qui n'ont pas permis de déceler ce drame à Industrap, malheureusement. Comme je le rappelle, il faut situer les responsabilités. On est tout d'accord, on est tout à fait d'accord avec les responsabilités. Non, M. Diarasouba, voyez-vous, il est temps de responsabiliser les chefs d'entreprise sur leur mandat. C'est ça. Comme je le disais tantôt, l'inspection du travail joue son rôle. Mais l'inspection du travail n'est pas présente au quotidien au sein des entreprises. Qu'est-ce qu'on doit faire quand on se rend compte, quand l'inspection du travail se rend compte que les employeurs, bien qu'ils aient été sensibilisés sur leur rôle, leur devoir, ils ne le font pas? Nous sommes peut-être dans un cas de figure pareil. D'accord. Vous avez sensibilisé, vous avez dit à l'employeur, voilà vos responsabilités, vous n'avez pas que des droits, vous avez aussi des devoirs, et on se rend compte que finalement, ces employeurs n'ont pas respecté leurs devoirs. Voyez-vous, le véritable défi au niveau... C'est pour ça qu'on parlait de coercition tout à l'heure. Oui, c'est cela. Oui, M. Ndri, oui. Oui, je voudrais quand même... Allez-y. Oui, merci bien, M. Diarasouba. Alors, le vrai problème, c'est que, comme j'ai parlé de l'inspection du travail, vous allez, l'inspecteur, du moins l'employeur, va déléguer quelqu'un qui n'est pas fondé de pouvoir. Tout à fait. Et qui arrive pour faire de la diversion. Je vais rendre compte à mon patron. Et il s'en va. Et le courrier ou bien le PV qui a été signé n'est pas reconnu par le patron. 1 mois, 2 mois plus tard, on revient encore à l'inspection du travail. Et c'est encore... Il y a des problèmes qui sont posés, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans dans les entreprises. C'est ça. Et qui sont à l'inspection du travail. Parce que chaque année ou bien chaque mois, on revient et on renouvelle les mêmes discussions. J'en connais. On a fait tout le tour de l'inspection du travail à la DIT jusqu'au cabinet. Et les mêmes problèmes demeurent. Je voudrais m'inquiéter un peu lorsque le professeur a dit qu'ils n'ont que 70 agents pour faire les contrôles au niveau de la CNPS. Ça m'inquiète. Vous estimez que ce n'est pas suffisant? Non, mais chaque année, on crée de nouvelles entreprises. Oui. Chaque année, chaque jour, je dirais, on crée de nouvelles entreprises. S'il n'y a que 70 agents pour toute la Côte d'Ivoire, je me demande comment est-ce qu'on va faire ce contrôle? Quel résultat on attend? Pour la zone seule, la zone de Yopougon seule, je ne sais pas combien d'entreprises on a. Ce sont même 1000 personnes, je ne sais pas si on pourrait faire ce contrôle-là sur 1 an. On va laisser réagir là-dessus. Oui,
Alors, je voudrais dire que la Caisse nationale de prévoyance sociale forme chaque année des contrôleurs en prévention. Et actuellement, nous avons une dizaine de contrôleurs en prévention qui sont en formation au sein de l'IM2S, l'Institut des métiers de la sécurité sociale. Et des moyens sont octroyés à ces personnes. Et donc, ces personnes sont réparties en 3 grands départements. Nous avons le département sécurité au travail, qui est chargé d'accompagner les entreprises, de contrôler les conditions de travail et de transmettre un rapport au chef d'entreprise pour lui dire les corrections qui doivent être apportées sur les conditions de travail. Nous avons le département santé au travail. Nous avons 4 médecins qui vont se rendre auprès des entreprises parce que nous savons qu'en termes de formation de médecins du travail, la capacité de notre pays est réduite. Et donc, il s'agit d'accompagner les médecins non diplômés de médecine du travail en entreprise ou ceux qui existent déjà en entreprise et qui sont formés. Il s'agit de les accompagner dans leurs tâches de tous les jours. Je vous entends bien, mais je vous donnerai la parole, ne vous inquiétez pas. Oui. Ce qu'il semblait dire, c'est que vous êtes de bonne foi, vous formez des gens et tout le reste. Ben, à l'épreuve du terrain, finalement, les effectifs que vous avez ne semblent pas être suffisants. Alors, il faut dire que le rôle premier que nous avons, c'est de créer la culture de prévention et de pousser l'entreprise à adhérer à nos actions de prévention. Encore une fois, vous comptez sur la bonne foi des employeurs. Et chaque année, nous contrôlons près de entre 1000 et 2000 entreprises et nous faisons des propositions. Nous avons également un département, investigation et études du milieu, qui fait de la formation. Et le département sécurité au travail dont nous parlons installe environ entre 120 et 200 comités de santé et sécurité au travail chaque année. Donc nous accompagnons les entreprises dans ces activités. Donc nous formons et nous faisons de la recherche également pour voir dans tel ou tel secteur qu'est-ce qu'il y a comme problème pour pouvoir apporter les solutions qui s'imposent. Donc nous pouvons dire que, vu la croissance des entreprises de notre pays, il faut recruter beaucoup plus et c'est dans cette dynamique que nous nous trouvons. Autrefois, nous avons, en 2014, nous avions environ 35 contrôleurs. Et nous avons doublé le nombre de contrôleurs et nous avons également doublé les investissements que nous faisons en termes de moyens de déplacement. Tous ces contrôleurs ont des moyens de déplacement. Ils se rendent dans les entreprises. Ils ont des moyens pour pouvoir mener des contrôles dans les entreprises. Et je peux dire que cette entreprise a fait l'objet de plusieurs contrôles. Et effectivement, le problème qui se pose, c'est le problème de coercition. Plusieurs fois, nous avons été sollicités par les membres de l'autorité de tutelle des décrets, parce que dans le texte du Code du travail, c'est mentionné qu'il faut par exemple une amende pour celui qui n'aura pas respecté telle ou telle disposition. Est-ce qu'il ne faut pas réinventer peut-être le Code du travail ? Mais en réalité, il faut prendre un décret qui viendra aider à mettre en œuvre ces sanctions. Les modalités d'application. Les modalités d'application de ces sanctions. Donc il y a un vide à ce niveau. Et je pense qu'il faut que nous accélérions la prise des décrets pour pouvoir faciliter la tâche des acteurs du monde du travail et qui agissent en entreprise. Il faut dire qu'il y a une synergie d'action. Très bien. Il y a une synergie d'action, mais il faut renforcer les moyens de coercition pour que nous puissions aller un peu plus vite. D'accord. Dokwaku ? Oui, je voulais renchérir un peu tout à l'heure. Le professeur Yoboué disait que par rapport au nombre, c'est de façon évolutive. Je voudrais faire une petite remarque. Généralement, dans les mois de prévention des risques professionnels, le mois d'avril, la CNPS organise des activités. Mais quand vous regardez, les chefs d'entreprise ne viennent pas. Ils ne viennent pas. Je ne sais pas pourquoi. Soit ils mandatent, comme le disait le frère, ils mandatent le personnel, peut-être ils mandatent quelqu'un pour venir les représenter. Mais j'aurais souhaité que le chef d'entreprise soit présent, de sorte que toutes les décisions qui sont prises,
ils puissent le vivre au quotidien. Mais quand vous ne venez pas, vous faites représenter, mais vous n'avez pas la mesure des éléments qu'on donne. Alors, c'est ce que je reproche au niveau des chefs d'entreprise. Le mois de la prévention, le mois d'avril, tout le mois d'avril, c'est le mois de la prévention des risques professionnels. Mais toutes les activités que la CNPN mène, parce que nous sommes à chaque fois invités, hein, nous connaissons plus ou moins ce qui se passe, les chefs d'entreprise n'y participent pas. Et personne ne peut les inciter ou les obliger à participer. C'est ce que vous dites. Alors, nous avons M. Roméo Kwaku qui nous appelle de Cocody. Il veut partager avec nous son expérience. M. Kwaku, bonsoir. Bonsoir, M. Derasouba. Nous vous écoutons. Alors, moi, j'ai beaucoup à dire concernant les travailleurs de Côte d'Ivoire. Très rapidement, allez-y. Alors, en Côte d'Ivoire, quand ils travaillent, on a l'impression que nous devons notre vie aux employeurs. Moi, j'ai travaillé dans une entreprise. Et dans cette entreprise, lorsque la CNPS venait faire des contrôles, on nous demande de ne même pas sillonner dans les environs de l'entreprise pour ne pas que nous perdons notre travail. Oui. Et dans cette même entreprise, on a un travailleur qui a eu un accident de travail qui a coupé son doigt. Et il n'était pas embauché. Et lorsque il allait à l'hôpital, il a fait un examen, il a été renvoyé parce qu'il n'était pas embauché. Et c'est le prétexte qui a été trouvé pour son licenciement. Un monsieur qui a des enfants, qui a une famille, qui travaille pour une entreprise qui a eu un accident de travail, on profite pour le renvoyer parce qu'il n'est pas embauché, que la CNPN ne peut pas le prendre en charge. Aujourd'hui, nous travaillons, nous sommes méprisés. Lorsque tu dénonces, tu vas, et ce dernier dont je parle qui a coupé son doigt, il allait se plaindre à la CNPS et à l'inspection du travail. On lui donne un avocat. L'avocat appelle l'employeur pour lui dire que votre travailleur est venu ici, il s'est plaint. En même temps, l'affaire est restée comme ça. Le monsieur, comme il n'a pas de relation, il n'a personne dans ce pays, donc il a perdu le travail et il est encore malade. Est-ce que vous trouvez ça là normal? Parmi tous ceux qui sont assis sur le plateau, s'il n'y a pas quelqu'un qui peut dire non qu'ils ne savent pas comment les travailleurs souffrent dans ce pays, nous souffrons au quotidien, nous souffrons chaque jour. Nous nous plaignons à chaque moment. Mais quand tu vois quelque chose que tu dénonces et que l'affaire arrive au tribunal, c'est les mêmes là encore qui vont appeler les employeurs pour leur dire que voilà cette histoire, un arrangement se fait et toi tu restes dedans. Tu laisses ta famille, tu t'en chercher, la politique va nous tuer en Côte d'Ivoire. Le travail encore va nous tuer. Donc à quelle sauce nous allons nous vouer? D'accord. Merci beaucoup, M. Roméo Kwaku, en tout cas, pour ce témoignage sur fond de coup de gueule en même temps. Monsieur, j'ai envie de vous poser la question très simple suivante. Vous, à vous entendre, on a l'impression que finalement, vous êtes, excusez-moi de l'expression, vous êtes un peu impuissant face à tous ces déboires que rencontrent les travailleurs. Vous venez d'entendre M. Roméo qui vient de nous appeler. Finalement, les travailleurs se demandent s'il n'y a pas moyen d'imposer aux employeurs de respecter les conditions du travail. Nous sommes livrés à nous-mêmes. C'est ce que les travailleurs pourraient se dire. Oui, je pense que, on l'a dit, hein, c'est la toute-puissance des employeurs. Des employeurs, ça c'est une réalité. C'est une réalité et ils ont fortement même influencé l'écriture du Code du travail. Ça, il faut le dire. Donc, c'est une réalité. Les travailleurs souffrent. Nous étions dernièrement au sud-ouest. Nous avons visité beaucoup d'entreprises privées et nous avons vu les difficultés, la souffrance de beaucoup de camarades. Je pense que vous avez raison. Mais qui est supérieur? Qui est au-dessus de nous qui sommes assis ici? C'est l'État. La seule structure qui peut faire la pression nécessaire pour amener ces entreprises, ces chefs d'entreprise à respecter la loi, c'est bien l'État. Il y a des structures de l'État. On a un ministère de l'Emploi, je pense qu'il est là, il le représente bien. Mais il faut donner beaucoup plus de pouvoir, comme je l'ai dit, à l'inspection. Tout à l'heure, on a parlé de la CNPS avec très peu de personnes. C'est une structure privée qui fait beaucoup au niveau du privé. On souhaite qu'il augmente le nombre de contrôleurs. Mais la structure étatique, c'est l'inspection du travail. L'État doit pouvoir donner les moyens. Il y a des inspecteurs qui n'ont même pas de voiture. Il y a des inspections du travail où il n'y a même pas de moyens de déplacement. Mais un tel inspecteur qui se retrouve dans une entreprise face à un tout-puissant employeur, mais vous pensez qu'il y a un problème déjà là, à ce niveau. Donc il faut véritablement que les structures qui sont au contact des employeurs soient des structures renforcées au niveau
de leurs moyens de locomotion au niveau juridique, etc. Si on ne le fait pas, on va venir ici faire 1000 émissions, les travailleurs vont se plaindre, mais rien ne bougera parce que les responsables, les employeurs sont tout puissants. La réalité, c'est cela. Et là, tout à l'heure, nous parlons de Industrap. Mais comme l'a dit le camarade Yao, mais ce mur-là, il n'est pas tombé un matin. Et nous apprenons pour ça que je parlais en début nous apprenons que nos camarades... Des signes ont été négligés. Oui, il y a négligence. Nos camarades, certainement, ont dû signaler à plusieurs reprises. Et la loi permet, au niveau du Code du travail en son article 41 et suivant, ce qui doit être fait. Quand un travailleur constate qu'il y a un danger par rapport aux installations, il signale à l'employeur. À l'employeur de remédier. S'il ne le fait pas, l'inspection du travail est saisie, le comité de santé au travail, de sécurité santé est convoqué pour qu'il y ait, n'est-ce pas, une enquête approfondie. C'est cela. Voilà, tout cela n'a pas été fait et je pense que c'est un drame et nous sommes très indignés et c'est pourquoi nous souhaitons que véritablement justice soit faite et que des mesures très fortes soient prises pour que cela puisse servir de leçon à tous les autres. Oui, parce que ce cas-là, on en parle aujourd'hui, mais peut-être qu'il y a eu d'autres cas qui sont passés inaperçus. Voilà, celui-là, en tout cas, on a décidé d'en parler. Tout à fait. Et on en parlera jusqu'à ce que les choses, les lignes bougent. C'est cela. Monsieur Gras, allez-y, vous voulez réagir? Merci, j'aimerais apporter des précisions sur l'intervention de notre téléspectateur qui a appelé. Allez-y. Précisez que l'inspection du travail œuvre au quotidien. Aucun inspecteur ne peut faire un déni de droit. Qu'est-ce que j'appelle un déni de droit? Lorsque vous saisissez l'inspection du travail d'une plainte, c'est une obligation pour l'inspecteur de traiter la plainte. Rien que pour l'année 2022, nous avons reçu près de 10 000 plaintes avec un taux de traitement de 80%. Vous allez me demander les 20% restants. Eh bien, les 20% restants sont les plaintes qui sont classées sans suite. Puisque nous avons des cas de figure où des personnes viennent ouvrir des dossiers et qui disparaissent. Nous n'avons plus de leurs nouvelles. C'est même l'inspecteur qui fait diligence pour trouver des traces. Tout à l'heure, j'ai entendu le frère nous dire qu'il y a des dossiers qui traînent, je crois, qui reviennent dans nos services. Mais il sait, il est présent. Il sait qu'à chaque fois que l'inspection du travail est saisie, nous faisons diligence. Nous traitons avec beaucoup d'efficacité avec les moyens qui sont mis à nos dispositions. Et quand vous entendez l'appelant de tout à l'heure, qui dit que lui, son sentiment en tant qu'Ivoirien, c'est que les travailleurs sont méprisés dans bien d'entreprises. Comment vous réagissez? Voyez-vous, sans vouloir entrer dans un procès d'intention, la réalité est qu'il y a des conditions difficiles dans certaines entreprises. Et conscient de cette réalité-là, le ministre de l'Emploi, M. Adama Camara, dès son accession à la tête de ce département, a initié des projets d'envergure, a commencé par développer, par accroître la capacité institutionnelle de l'inspection. Rien qu'à Abidjan, nous sommes passés de 8 inspections à 13 inspections. Des zones comme la zone industrielle de Yopougon disposent aujourd'hui d'une inspection dédiée. Oui. Nous avons la zone, par exemple, d'Abobo, qui dispose d'une inspection dédiée. Nous avons la zone de Vridi. Avoir une inspection dédiée, c'est bien. Oui. Mais est-ce que ces inspecteurs font le travail pour lequel ils sont commis? Monsieur Diarra-Souba, j'en arrive. Déjà, cet effort institutionnel est remarquable. On est d'accord. On est d'accord. Au deuxième niveau... Après, parlons de l'impact sur les conditions de vie des travailleurs. Je profite de l'occasion. Je l'ai rappelé tantôt, nous sommes dans un domaine qui est dominé par le tripartisme. L'État fait ce qu'il peut. L'État met en place le cadre législatif. Mais l'État peut faire mieux. Crée des organes. Mais il est important que les autres acteurs puissent intervenir. Que voulez-vous que l'inspection puisse faire si elle n'est pas alertée sur une situation? Nous invitons les travailleurs à sortir des complaintes et à agir. Agir en saisissant les inspections. Lorsque nous rapprochons l'administration du travail des administrés, c'est pour faciliter la capacité de saisine. C'est ce qu'on est en train de dire. Si dans une entreprise... Je vous pose une question, ça vous permettra de rebondir dans le prolongement de ce que vous dites. Si, comme Axel, dans une entreprise industrielle ou pas, on constate qu'il y a un mur qui est fissuré, qui présente un danger pour les employés, on doit vous saisir, c'est ce que vous dites? Mais mieux, l'État a fait mieux. L'État, avec l'article 41.4 du Code du travail, a créé un droit de retrait. Oui. Un travailleur qui a un motif légitime, qui estime qu'une circonstance est dangereuse pour sa santé, sa sécurité, eh bien, il a le droit de se retirer.
Là-dessus, je vous raconte une anecdote à propos. Très rapidement. Nous étions sur une plateforme maritime, en pleine pluie, où un employeur demande à un soudeur de procéder à une soudure. C'était un représentant du comité santé et sécurité que, fort heureusement, nous avions formé, donc nous avons suffisamment sensibilisé sur ces outils de droit. Mais celui-ci a refusé. Parce qu'avec cette pluie, avec le matériel de soudure, il y avait un risque de l'électrocution. Et l'employeur qui veut licencier ce travailleur protégé là pour insubordination, eh bien, nous avons mis en œuvre la protection qui est destinée à ces représentants du personnel. Nous avons refusé et nous avons rappelé le droit de retrait qui existe. Et non seulement le Code du travail en parle, mais mieux, un décret de 2020 vient organiser la mise en œuvre pratique de cette disposition. Donc, je pense qu'il est important que chaque acteur de la scène puisse jouer son rôle. L'État joue son rôle, il appartient à l'employeur, en tant que premier responsable de la santé et de la sécurité des travailleurs, de jouer son rôle, et aussi aux travailleurs eux-mêmes de prendre conscience. C'est le lieu de rappeler que c'est bien, à côté des revendications d'ordre pécuniaire que les centrales syndicales portent, il est aussi important de déposer sur la table les questions liées à la santé et la sécurité au travail. Parce que nous avons l'impression que ces questions-là sont reléguées au second plan par les travailleurs eux-mêmes. Donc il est important de rappeler cela et de mettre en œuvre tout le dispositif que l'État a pu bien créer pour améliorer les conditions de travail et de vie des travailleurs ivoiriens. D'accord, très bien. Alors, oui, je reviens à vous tout de suite. Je veux faire réagir un monsieur que nous allons appeler monsieur Ali, si vous voulez, pour la circonstance, qui est travailleur à la zone industrielle de Yopougon, qui va partager avec nous son expérience lui également. Bonsoir, monsieur. Monsieur, bonsoir. C'est monsieur Yapo, pas monsieur Ali. Ah d'accord, très bien. Nous vous écoutons. Allez-y. On a voulu te cacher. Bon, je voudrais réagir à ce sujet-là. Très rapidement, moi, j'ai allez-y. travaillé à Côte Place, Côte d'Ivoire Plastique. Allez-y voir ce qui se passe là-bas. Le monsieur syndicaliste avait parlé tout à l'heure des conditions de travail de certains employés. Nous avons travaillé dans une société où vous rentrez pratiquement à 6 heures et vous sortez à 14 heures sans manger. Vous n'avez pas le droit de sortir pour aller manger. Je dis que vous n'avez pas le droit de sortir pour aller manger. Tout à fait. Est-ce que là, c'est normal? Nous avons eu des problèmes avec la société Cotiplas. Nous avons eu des problèmes. Nous avons transmis les dossiers à qui de droit, c'est-à-dire l'inspection du travail. Quelle inspection? Nous avons reçu l'inspecteur. Et je lui ai dit en face, monsieur l'inspecteur, nous comptons sur vous pour pouvoir régler nos problèmes. L'inspecteur me regarde et me dit de ne pas compter sur lui, de compter sur le droit. Mais le droit, monsieur Ali Diarasouba, ne se manipule pas tout seul. Quand nous avons un problème, nous devons nous référer, bien sûr, à l'inspecteur du travail ou à la CNPS. Mais ces structures-là, c'est à quoi qu'ils sont souvent impuissants face à nos problèmes. Voyons le drame qui s'est produit aujourd'hui. Ce sont des familles qui sont endeuillées. Qu'est-ce qu'on fait? Ces mêmes problèmes reviennent à la zone industrielle. Allez-y, moi je ne parle pas des commentaires, allez-y voir ce qui se passe à la zone. Allez-y voir, ce sont des problèmes réels. Les gens souffrent. Et aujourd'hui, c'est à quoi que quand des personnes viennent s'asseoir sur le plateau, on vous fait croire que tout se déroule comme si on était sur des palettes. Ce n'est pas vrai. Les gens souffrent réellement. Des gens qui travaillent, disons, un mois qui n'arrivent pas à avoir 100 000. C'est pas normal. D'accord. C'est pas normal. Très bien. En tout cas, merci de nous avoir appelés et partagé avec nous votre expérience. Messieurs, malheureusement, nous tirons vers le terme de cette première partie de l'émission. Je promets, on vous recontactera individuellement pour faire d'autres émissions sur la situation des travailleurs ivoiriens. Mais je vais vous laisser réagir, monsieur Ndri. Merci bien. Vous insistiez tout à l'heure. Je voudrais dire que la lettre précoce existe effectivement. Oui. Je suis membre de la CIPC, donc c'est nous qui travaillons d'abord sur les textes. C'est quoi la CIPC? La Commission indépendante permanente de concertation. C'est nous qui travaillons d'abord sur les textes, le projet de texte, et puis ça va au cabinet, on va valider, et ça va maintenant au gouvernement pour les décrets ou les arrêter. Donc j'en sais quelque chose. Mais en 2020, en plein Covid, des travailleurs d'une entreprise dont je tais le nom, ont usé de ce droit. Aujourd'hui, ils sont tous des travailleurs protégés.
Ils sont tous, ça fait 3 ans, ils sont au tribunal. Parce que l'employeur leur dénie ce droit de retrait. Je suis personnellement ce dossier aujourd'hui, qui est allé jusqu'à la Cour suprême. Est-ce que l'inspection a autorisé? Non. Ah. Non, c'est quoi nous parlons de la précarité. L'inspection joue son rôle. Oui, l'inspecteur joue son rôle. A dit non. Voilà. L'inspecteur a dit non, ça veut dire quoi? Expliquez-nous. C'est des travailleurs protégés. Oui. Non, pour leur user de leur droit de retrait. Voilà. Que vous évoquiez tout à l'heure, monsieur. Ce qu'il explique, c'est que, enfin, il existe un système de protection particulier pour un type de travailleurs. Les travailleurs qui jouissent d'un mandat, notamment les délégués du personnel, les représentants syndicaux et les représentants des travailleurs au sein du comité santé et sécurité. Tout à fait. Vu la sensibilité de leur mandat, la loi leur confère une protection qui est plus spécifique. Ceux-là, pour les licencier, il faut demander l'autorisation à l'inspecteur du travail qui va vérifier la réalité des motifs évoqués, qui va vérifier le respect de la procédure et qui va vérifier la proportionnalité entre la faute supposément commise et la sanction encourue. Est-ce que vous voulez dire, c'est quoi? C'est que la procédure n'a pas été respectée? Si. Il confirmait tantôt que l'inspecteur du travail, comme d'habitude, a joué pleinement son rôle. Mais après l'inspection, après l'inspection, évidemment, il existe d'autres organes desquels nous ne pouvons pas répondre. C'est ce que je disais tout à l'heure. L'inspection a joué son travail, mais les pauvres sont face au tribunal depuis 3 ans. Oui. J'imagine qu'ils ont perdu leur emploi. Oui. En termes de ressources, ça doit être difficile. Oui, donc, tant que l'inspection joue son travail et que les travailleurs ne rentrent pas dans leurs droits, finalement, il faut réinventer peut-être l'inspection. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je profite de l'occasion pour rassurer les uns les autres. On a pris beaucoup de temps, malheureusement. Rapidement. Conscient des problèmes qui subsistent dans certains secteurs d'activité, la Direction générale du travail a initié une planification stratégique, pluriannuelle et multisectorielle, qui va permettre d'adresser de façon efficace les problématiques qu'on peut trouver dans certains secteurs d'activité, notamment le secteur du commerce, de l'industrie, de l'agriculture, entre autres. Donc, voici des outils qui seront déployés incessamment et qui vont permettre de régler avec beaucoup plus d'efficacité ces soucis-là. Parce qu'il est évident que des actions ponctuelles ne pourront pas régler un problème qui semble être beaucoup plus global. D'accord, très bien. Donc, nous avons initié ces projets-là et vous verrez pour la suite. Bon, on verra bien. Oui, allez-y. Monsieur Ali très rapidement. Nous sommes autour du plateau, c'est vrai. Oui. Je vous dis que le monde du travail, c'est un tableau noir. Je vous le dis parce qu'il ne se passe pas un jour sans que les assistants de travail ne passent dans nos bureaux, dans nos locaux pour dire « j'ai été licencié parce que j'ai fait tel accident ». Ils n'ont que leurs yeux pour pleurer. C'est un tableau noir, malheureusement. Ouais. Il faut qu'on dise à l'autorité, je ne sais pas à qui il faut en parler. Bon, le ministère de l'Emploi est là, donc la CNPS aussi. C'est vrai, il ne faut pas qu'on se caresse. Il ne faut pas qu'on se caresse. C'est un tableau noir, je vous dis. On va échanger certainement nos contacts. Et nous invitons à saisir l'inspection de travail. Et puis, certainement, si on a la possibilité de vous inviter dans nos locaux, vous allez voir. Nous sommes disponibles. Vous allez voir. D'accord, ça, c'est des éléments que vous allez gérer hors plateau. J'ai envie de vous demander, professeur, quel est le sort des blessés et des familles des victimes? Alors, comme je le disais, c'est bon, les personnes blessées... Le processus de prise en charge est déclenché? Le processus de prise en charge au niveau de la CNPS est déclenché et nous irons jusqu'au bout de ce processus. C'est-à-dire que si des personnes ont des handicaps, eh bien, elles bénéficieront d'une rente, etc. Donc, en termes de prise en charge, nous avons des cliniques qui sont conventionnées avec la CNPS pour pouvoir les prendre en charge. Et quand c'est parfois nécessaire, nous n'hésitons pas à évacuer ces accidentés. Pour Axel Ando-Yapi, par exemple, qui a perdu son père, quel sera le sort de sa famille? Disons qu'un dossier a déjà certainement été ouvert puisque l'entreprise a déjà signalé le sinistre auprès de la CNPS. Et comme je le disais, il y aura donc une réparation qui sera faite. C'est-à-dire donc, il y aura une rente qui sera versée à la famille de ce monsieur qui est décédé. Et pour prendre en charge donc le déficit de salaire et essayer d'aider la famille à pouvoir faire face aux réalités de la vie. Et c'est pour cela que la CNPS est créée, c'est-à-dire donc être l'assurance en matière d'accident du travail
et de maladies professionnelles des travailleurs. Donc systématiquement, chaque fois qu'un travailleur est blessé, ou bien qu'il y a un problème de ce genre, et un dossier ouvert à la CNPS, et la prise en charge va suivre son cours jusqu'au bout pour que les personnes bénéficient d'une réparation et aient une indemnisation. Et je le dis aussi, la CNPS s'est dit qu'il fallait créer une direction de la prévention pour pouvoir renforcer les actions de la prévention. Et nous sommes la référence pour l'Afrique noire francophone en matière de formation des cadres de sécurité sociale à l'IM2S. Cela veut dire donc que nous cherchons à améliorer continuellement nos prestations. Nous sommes... Dernière question que tout le monde se pose aussi, est-ce que les travailleurs dans le cadre d'Industrap sont déclarés? Tout à fait. Oui. S'il vous plaît. Oui. Disons que nous faisons des contrôles avec le ministère, justement. Avec l'inspection du travail. Avec l'inspection du travail, pour mettre en évidence les emplois cachés. Donc, au cas où les travailleurs ne sont pas déclarés, eh bien, nous faisons en sorte que la déclaration se fasse et que l'entreprise soit redressée. Donc, dans le cas d'Industrap, vous ne pouvez pas nous dire sur ce plateau ce soir si les victimes étaient déclarées ou pas. Ce que nous faisons, c'est que nous allons prendre en charge l'ensemble des victimes. Celles qui ne seront pas déclarées feront l'objet d'une prise en charge néanmoins, parce que l'entreprise sera redressée. C'est-à-dire qu'elle sera amenée à payer des arriérés de cotisation qu'elle n'aura pas payé pour que nous puissions prendre en charge tout l'ensemble des victimes. D'accord, monsieur, j'aimerais bien continuer ce débat. C'est une question essentielle et importante. Malheureusement, le temps imparti pour cette première partie est arrivé à son terme. Je vous promets de vous recontacter, en tout cas, peut-être le dimanche prochain pour en parler, pour poursuivre effectivement ce sujet qui concerne les travailleurs ivoiriens qui devraient travailler dans des meilleures conditions et pas sur un tableau noir, comme le disait tout à l'heure monsieur Dokwaku. Merci beaucoup. Nous allons marquer une courte pause et procéder à la deuxième et troisième partie de cette émission. Merci. Port autonome d'Abidjan, une référence internationale. La Sodemi, la porte d'entrée du secteur minier ivoirien. Retour sur le plateau du NCI 360 et nos experts habituels nous ont rejoints pour la deuxième et la troisième partie de cette émission. Professeur Simplice Dion-Yodé, enseignant en philosophie politique, président de l'association des professeurs de philosophie de Côte d'Ivoire, écrivain. Bonsoir professeur. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints. Merci. Docteur Ongoran Bangali, analyste politique, spécialiste des relations internationales, enseignant-chercheur à l'université Jean-Laurent Guédé de Daloa. Bonsoir. Bonsoir Ali. Merci d'être là. Landry Couillot, juriste, analyste politique, formateur à l'École nationale d'administration. Bonsoir. Bonsoir Ali. Geoffroy Julien Kouao, politologue et écrivain. Bonsoir. Bonsoir Ali. Docteur Arthur Banga, historien spécialiste en sécurité et défense, enseignant-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, qui nous avait manqué un tout petit peu. Bonsoir. Bonsoir. Mais vous allez bien tous, monsieur? Alors, on aborde la situation ouest-africaine marquée par le référendum au Mali. Le texte soumis à référendum a été approuvé avec 97% des voix, soit un plébiscite en faveur des militaires au pouvoir depuis 2020. Le taux de participation s'élève à 39,40%, annonce l'autorité électorale qui proclame ses résultats provisoires lors d'une cérémonie au Centre international de conférences de Bamako, qui les a proclamés donc. Je vous propose donc de suivre ces images et on en parle juste après. Alors d'accord, on a de toute façon pas beaucoup de temps pour aborder cette question. Monsieur, réaction suite à ce plébiscite de ce référendum, le oui l'a emporté largement. Docteur Bangali? Oui, je pense que déjà... Avec surprise ou sans surprise pour vous? Non, sans surprise. En fait, l'inconnu jusque-là, c'était à quel pourcentage le oui l'emporterait, parce qu'il est clair que déjà dans les débats, les partisans du non étaient déjà minoritaires. Donc je pense que c'est minoritaire selon quel baromètre? Disons l'animation même du débat et au niveau aussi de la mobilisation, la capacité de mobilisation sont des indicateurs pertinents, je crois. Je crois que le gouvernement malien est à féliciter parce que depuis le début, ma position personnelle a été qu'il n'était pas pertinent d'organiser des élections dans un contexte où une partie du territoire national était occupée. Alors, non seulement ils ont réussi à démentir cette incapacité d'organiser des élections dans ces circonstances-là, c'est la première, première victoire à mettre à leur actif.
ils ont pu déployer la grande majorité des bureaux de vote habituels. Et au-delà de ça, je pense que dans la Constitution malienne, il y a un principe qui est posé clairement qui dit que une élection n'est pas valide quand une région n'a pas réussi à voter. Je pense que c'est sur ça surtout qu'il y a eu le débat après la proclamation des résultats. Les opposants disent que ces élections ne sont pas valides parce qu'il n'y aurait pas eu de vote à Kidal, là, dans la région de Kidal, pendant que le pouvoir, à travers le journal de 20h, a diffusé des images qui laissaient penser qu'il y a eu bien un vote dans la région de Kidal. On sait que c'est une région, ainsi que la plupart des régions du Nord, qui sont contrôlées par des mouvements armés et qui se sont eux aussi désolidarisés du processus parce qu'ils estimaient que dans le contenu du texte qui a été soumis, il n'y avait aucune trace des accords politiques du processus d'Alger qui ont été signés en 2015. C'est cela. Donc ils considéraient qu'à partir du moment où tout ce qui avait été construit par le passé était en quelque sorte nié, eh bien, ils ne se reconnaissaient pas dans le processus et donc ils ont appelé à voter non. Malgré cela, et malgré le contexte national, on a pu quand même réunir, je pense, un taux de participation de 39,5%, qui est nettement supérieur au taux de participation qui ont été mobilisés lors des dernières élections législatives organisées sous le pouvoir IBK, pratiquement dans les mêmes circonstances. Même si, finalement, comme je le craignais, il y a eu bien du personnel des bureaux de vote qui ont été enlevés par des groupes armés, il y a eu une centaine de bureaux de vote qui ont dû fermer après l'ouverture en constatant la situation d'insécurité. Il y a eu également des urnes emportées et des actes de violence dans certaines régions, surtout le centre et le nord. Mais je pense que de manière globale, c'est plutôt un signe rassurant de ce qu'on peut effectivement aller sereinement vers les élections prévues en février, les élections de février 2024. D'accord. Landry Couillon? Alors déjà, il faut pouvoir féliciter le gouvernement malien. Il faut le féliciter parce que c'était un premier test difficile. Il fallait s'attendre à des échauffourées, à des choses, à quelques anomalies. Mais globalement, 39,4% de taux de participation, cela dénote la volonté du peuple malien de pouvoir se doter d'une nouvelle constitution, car la défunte date de 1992 et que depuis 2012, les différents gouvernements qui s'étaient succédés tentaient bien sûr de pouvoir donner au peuple malien un nouveau texte qui correspond davantage à la réalité politique, sociale de ce pays-là. Ce que l'on peut dire en tant que juriste, c'est dans le contenu du texte qui nous permet d'apprécier que celui-ci est beaucoup plus contextualisé et répond bien sûr à la mesure du régime qui est en place, de la junte qui est en place, parce que l'on a basculé d'un régime semi-présidentiel en un régime présidentiel, avec de forts pouvoirs donnés au président de la République, parce qu'antérieurement, il n'était pas le chef du gouvernement, Et le gouvernement était responsable devant le Parlement. Désormais, c'est lui qui nomme le Premier ministre, c'est lui qui décide de tout. C'est important de souligner. Et il y a aussi à ce niveau-là une constitution qui s'assure bien entendu que la junte au pouvoir soit en capacité d'être éligible lors des prochaines échéances électorales. C'est tout à fait normal, on s'attendait bien sûr à cela. Ce n'est pas moi qui vais faire la cuisine et puis qui vais servir les gens. Je vais m'assurer d'être servi aussi à mon tour. Ce que je trouve assez cocasse, c'est que l'on précise dans cette constitution que les putschs et les coups d'État sont des crimes imprescriptibles. C'est assez drôle parce que ceux qui initient cette constitution sont des putschistes, 2 fois putschistes, je précise, 2 fois putschistes, et qui font savoir que cet acte antisocial, bien sûr, est hautement criminalisé puisqu'il est de teneur constitutionnelle et qu'il est imprescriptible. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on fasse sérieux. Il ne faudrait pas avoir une constitution taillée à sa mesure, parce que ce que donne l'impression, c'est vrai que le Mali a désormais sa constitution, mais on a l'impression que c'est une constitution taillée à la mesure d'un homme, d'un régime, d'une junte, et qui, au final, ne pourrait pas convenir le plus longtemps possible. Parce qu'imaginez-vous un seul instant si le pouvoir bascule chez les civils, quand bien même ce serait extraordinaire, est-ce que cette constitution pourrait résister à une nouvelle donne politique? Parce qu'on serait amené encore à avoir une nouvelle constitution. Et ça risque de faire du Mali un pays, d'un point de vue institutionnel, assez instable. Geoffroy Kouao? Oui, moi je ne partage pas le satisfait de Dr Bangali et de choses, parce que André, d'abord dans
la forme, c'est-à-dire l'organisation, et après je vais voir le fond. C'est cela. Quand vous regardez bien, il a si bien dit, par exemple, la région de Kidal n'a pas participé à ce scrutin, alors que la nature de tout scrutin, c'est de s'organiser sur l'entièreté... Sur l'ensemble du territoire. L'entièreté du territoire. Deuxième élément, c'est le taux de participation. Certes, au Mali, le taux de participation n'a jamais été important, mais 39%. D'ailleurs, la société civile conteste ce chiffre. Tout à fait. De 28%. Ça pose là un problème de légitimité. Ça pose là un problème de légitimité. Et si vous lisez bien la presse malienne, sur près de 24 000 bureaux de vote, près de 1000 bureaux de vote ont été fermés le jour du référendum. C'est-à-dire que tous les Maliens n'ont pas pu participer à ce référendum. Donc ça pose un problème de légitimité. Maintenant, dans le fond, au niveau même des dispositions, on passe d'un régime semi-parlementaire, semi-présidentiel, c'est selon, à un régime présidentialiste. Ce n'est pas un régime présidentiel. Le président devient assez fort. Il est le chef absolu de l'exécutif. Et d'ailleurs, le gouvernement est responsable devant lui et non devant le peuple, encore moins devant le Parlement. Vous voyez? C'est étrange. Oui, non. C'est-à-dire qu'on passe d'un régime libéral à un régime presque autoritaire. Le présidentialisme est une dégénérescence du système présidentiel. Autre chose, c'est d'abord cette inflation constitutionnelle que je n'arrive pas à comprendre. De 122 articles, on passe maintenant à 195, avec des réformes qui me paraissent un peu superfétatoires, inutiles, budgétivores pour un pays en crise comme le Mali. On passe du monocaméralisme au bicaméralisme avec la création du Sénat. À quoi sert réellement un Sénat dans nos républiques? Ça pose un problème. Et puis, ce qui m'a aussi intéressé, c'est que désormais, on voit très bien que Bamako s'éloigne clairement de Paris. Vous savez que la langue officielle, à l'époque, avant cette réforme constitutionnelle, c'était le français. C'était le français. Maintenant, le français, c'est la langue du travail. C'est cela. Et la langue officielle, ce sont les langues, les autres langues comme le Bambara, et etc. Donc voici les premières analyses. Observations. D'accord. Arthur Banga. Dans le texte. Arthur Banga. Moi, je ne vais pas faire le Somalien. Les Maliens choisissent la constitution qu'ils veulent, c'est leur souveraineté. J'ai deux petites remarques, c'est que déjà, on nous a, les pro-putschistes comme Bangali sur ce plateau nous ont fait comprendre pendant longtemps que... Arthur, attention au pic, hein. Non, je ne suis pas Bangali a dit... Il ne le reconnaît pas. Bangali a dit ici qu'on ne peut pas organiser des élections tant que le pays était ça. Et c'est ce qui a permis... Ça ne fait pas de lui un pro-poutiste. C'est pas bien grave, il ne veut pas l'accepter. On poursuit. Donc les pro-poutistes, je ne vais pas dire non, mais qui se défilaient sur ce plateau, ont toujours dit qu'on ne pouvait pas organiser les élections. La CEDEAO était électoraliste parce que la CEDEAO voulait qu'on organise des élections dans des conditions de troubles. Alors que les territoires conquis par les terroristes sont devenus encore plus importants, bizarrement, ces pro-poutistes sont plutôt contents. Donc, moi, c'est ça déjà, il faut qu'on soit cohérent. Et je pense que ces intellectuels pro-poutistes qui ne s'assument pas ont été les premiers mâles de la CEDEAO. Parce qu'on pouvait donc empêcher ces poutistes de rester 5 ans au pouvoir, comme ils le demandaient. On pouvait donc organiser des élections au Mali. On nous a fait croire ici qu'on ne pouvait pas, et que la CEDEAO n'avait qu'une vision électoraliste aujourd'hui. On a dit oui, mais c'est merveilleux ce que fait le Mali, ils sont cohérents un coup là. Deuxième chose, comme il a dit, manque de cohérence même chez les Maliens. Le coup d'État a été applaudi. Donc le coup d'État, c'est une bonne chose. Mais pourquoi subitement cette bonne chose qu'on applaudit face à une CEDEAO qui ne comprend rien est criminalisée dans la Constitution? Mais c'est que le premier gars qui doit être pendu, c'est celui qui a fait un coup d'État. Mais on vient nous dire que le coup d'État, c'est la solution, qu'on doit applaudir. Et puis on vient nous dire après, dans le même coup d'État, et les intellectuels qui ont défendu ça sont même pas courageux. En fait, c'est là qui me fait mal chez ce genre d'intellectuels-là. Nous, on est courageux. On a dit toujours que le coup d'État, c'est mauvais. Et la constitution malienne nous donne raison aujourd'hui. Parce qu'elle reprend que le coup d'État, c'est mauvais. Donc, elle donne raison à la CEDEAO, le coup d'État, c'est mauvais. Tellement mauvais que les poutistes même, qui défendent une constitution présidentialiste taillée sur mesure, inscrivent dedans que c'est mauvais. Donc, soyons cohérents avec le coup d'État. Les intellectuels
pro-putschistes qui ne s'assument pas doivent être cohérents avec le coup d'État. Je vais vous interrompre, pas parce qu'on ne condamne pas le coup d'État, je vais terminer. C'est l'interprétation. Vous voyez, quand on applaudit par exemple le coup d'État au Tchad et qu'on applaudit et qu'on condamne le coup d'État à Bamako, c'est le deux poids, deux mesures. Je m'appelle Bangad. J'assume ce que j'ai dit. Sur ce plateau, d'accord, je m'appelle Bangad. J'assume ce que je dis. Sur ce plateau, j'ai condamné le coup d'État au Tchad. Je condamne les coups d'État partout où ils sont. Je suis Mangate, je suis responsable de ce que je dis, pas de ce que les autres font. Mais qui applaudit les coups d'État au Mali? Qui applaudit? S'il vous plaît. On va remettre du je suis bien obligé de vous interrompre. C'est le dernier point pour dire qu'il y a quand même un taux de 28% qui a été dit par là. Mais ça, c'est pas important. Pour terminer, je me réjouis que le Mali revienne dans le sens qu'on lui a dit depuis longtemps. Qu'un régime putschiste n'a ni légalité ni légitimité. Il faut donc qu'ils prennent le sens que leur a donné la CEDEAO, c'est-à-dire aller rapidement vers des élections pour donner de la légalité, de la légitimité à leur régime. Moi, je ne suis même pas contre le fait que X ou Y se présente. Si les Maliens l'ont choisi comme président, on n'a pas à être contre, ce n'est pas notre problème. Mais le principe du coup d'État, c'est ça que nous, on ne veut pas. Et c'est ce qu'on veut, que les intellectuels soient courageux. On vous a compris. Qu'ils ne viennent pas sur le plateau défendre les coups d'État et fuir après. Arthur Banga, on vous a compris. Professeur Dion. Deux choses rapidement. La première chose, c'est que seuls les Maliens savent ce qui est bien pour eux. Il faut le leur reconnaître, c'est ce qu'on peut appeler la souveraineté. Il y a eu une rupture dans la marche normale de l'État. Ça a donné le coup d'État qu'on est en train de décrier ici. Une transition a été mise en place. La transition, ça veut dire quoi? Pour ce que je comprends, il y a ce qu'on appelle un terminus ACO, un point de départ, et puis il y a un terminus ACOEM, point d'arrivée. Dans le laps de temps, vous avez un quantum d'activité pour faire en sorte qu'on retrouve la normalité. Il y a des défis. Le défi de la sécurisation du territoire. Où en est-on? Le défi de la restauration de l'état de droit. Où en est-on? Sans doute, la question du référendum de la Constitution fait-elle partie du défi de la restauration de l'état de droit. Et puis, il y a le défi de l'unité nationale et de la réconciliation. Quand on voit le process, quand on voit les résultats, quand on voit les débats, quand on voit les palabres d'avant référendum, ce défi-là, est-ce qu'il n'est pas là encore? Parce que pour que le Mali se retrouve, ce sont des problèmes qu'il faut régler. Le référendum, ce n'est qu'une escale. Ce n'est pas le terminus. Nous souhaitons que les Maliens se parlent vraiment, s'entendent, trouvent un consensus sur toutes ces choses-là pour pouvoir avancer. Sinon, je crains que dans 2 ans, dans 3 ans, même quand un gouvernement légal aura été mis en place, qu'on ne retombe dans les mêmes tares. Deuxième chose, nous sommes obligés de regarder ce qui se passe au Mali parce que nous sommes concernés. La sécurité du Mali, c'est aussi la sécurité de la Côte d'Ivoire. C'est un auteur malien que j'aime bien, qui s'appelle Issa Falaba Traoré, dont j'aime les histoires, qui dit, mais c'est des palabres de lézards qui brûlent le village. C'est ça qui fait qu'on tue le coq, le bélier et le veau. Parce que quand les 2 lézards se battent et que le coq dit, moi, ça ne me concerne pas, que le bélier dit, ça ne me concerne pas, mais lorsque le marabout va dire, il faut qu'on fasse un sacrifice, je crois qu'on va dire d'aller chercher le coq du village, ou d'aller chercher le bélier, ou d'aller chercher le taureau. Donc, nous, Côte d'Ivoire, nous, CEDEAO, on est forcément obligé de regarder ce qui se passe au Mali. Et c'est pour ça que les frères maliens doivent comprendre que parce que ça nous concerne tous, il faut qu'ils se parlent, mais qu'ils nous parlent et qu'il faut qu'on leur parle aussi pour qu'ensemble, on puisse régler ces problèmes et que l'Afrique de l'Ouest puisse avancer. D'accord, je reviendrai à vous, messieurs. Idrissa Keïta en direct avec nous. Idrissa Keïta, journaliste malien. Idrissa Keïta, bonsoir. Bonsoir Ali. Comment vous allez? Dieu merci, ça va. Est-ce que ce référendum a plus divisé ou plus uni les Maliens? Tout d'abord, je tenais à remercier la famille du 360 que je retrouve avec plaisir. Je vous en prie, allez-y. Et j'invite Arthur Banga à avoir plus de considération pour les autorités. Il n'y a pas de junte, mais il y a des c'est des putschistes, c'est la décision. Il m'a interpellé. Oui, bien sûr, mais bon, tenez votre tour de parole. Le noyau de la transition du CNSP a été dissous, contrairement à des pays voisins qui gardent le leur.
On en reparlera au sommet de la CEDEAO. Évidemment, le référendum, il a divisé. L'opposition, c'était deux tendances. La première tendance était religieuse. Les religieux qui étaient opposés au principe de laïcité, parce que pour eux, il fallait revenir à des valeurs sociétales. Ils mettaient beaucoup en avant le fait majoritaire, parce que le Mali est quasiment à 80-90% musulmans. Et la seconde tendance, c'est le front du refus, où ce sont des entités politiques, quelques-unes de la société civile et des juristes chevronnés, qui, eux, par contre, étaient carrément même contre le principe d'organisation d'un référendum par des autorités non élues. Et ils mettaient en avant l'article 118 de la Constitution de 92. Un article qui dit que pour que la Constitution soit touchée, il parle plus d'une révision, mais pour ce qui est d'un référendum, il y a un vide. Et c'est au sein de ce vide que les entités se sont positionnées. Finalement, les résultats ils sont tombés. Le oui, il est sans surprise. Et même le jour du vote, les bulletins rouges étaient les plus nombreux dans les poubelles des bureaux que les bulletins blancs. Très bien. Idrissa Keïta, merci beaucoup. Geoffroy Pau, vous voulez réagir? Oui. Tout à l'heure, tu disais qu'il y avait quelques personnes qui étaient sceptiques quant à l'organisation de ce référendum. Oui, tout simplement parce que ce référendum est un référendum constituant qui va instaurer la 5e République malienne, si je ne me trompe. La 4e. Non, la 5e. La 4e République. La 4e République. Ah, d'accord, ok. Autant pour moi. La 4e République malienne. Or, la Constitution, c'est le fondement juridique de l'État. Et pour que l'État existe, il faut 3 conditions distinctes cumulativement exigées. Donc, par exemple, le territoire. Et il faut avoir l'exclusivité et l'effectivité sur le territoire. Or, il n'échappe à personne qu'aujourd'hui, le Mali ne contrôle pas une moitié de ce territoire. Et donc, on ne peut pas, dans ce cadre-là, valablement organiser un scrutin et lui donner une certaine légalité, encore moins une certaine légitimité. Vous voyez, pour preuve, une partie de la population n'a pas pu prendre part à ce scrutin. Vous voyez. Autre chose, est-ce que cette nouvelle constitution va apporter ce que nous souhaitons tous au Mali, le progrès politique? Ce n'est pas évident. Rappelons-nous, et je parle sur le contrôle de notre ami du Mali, le premier référendum constituant, je crois que c'était en 1974, après le coup d'État de 68 de Moussa Traoré. Mais qu'est-ce que ça a apporté? Une dictature. En 92, après la révolution malienne, dans le contexte du multipartisme, il y a eu aussi un référendum. Et là, le résultat, c'était 99%, à la soviétique toujours. Et on pensait qu'on allait aller vers une démocratie. Et malheureusement, on a eu le coup d'État de Sanogo Aya en 2012 et le double coup d'État de Assimi Goïta. Autrement dit, il ne faut pas trop pavoiser et il faut être sceptique et voir dans quelle mesure on peut aider les Maliens à aller vers une meilleure démocratie. D'accord. Arthur Banga. Rapidement, je veux dire à Idriss que... D'abord, ça fait plaisir de te revoir. Mais je veux te dire que je suis le premier à dire, je viens de le dire, je le répète, le jour où Goïta gagne les élections, il est président de la République. Je vais l'appeler monsieur le président de la République. Mais actuellement, ce n'est pas moi, c'est la langue française. Son excellence. C'est vrai que c'est plus votre langue officielle, c'est la langue de travail, mais vous travaillez quand même avec le français. Donc ça reste putschiste, c'est quelqu'un qui a fait un coup d'État. Et Goïta en a fait. Donc il est putschiste. Arthur, c'était juste ça que vous vouliez préciser? Non, il m'a interpellé là-dessus. Oui, d'accord, mais la deuxième chose que je veux dire à Geoffroy, oui, je ne nie pas le fait qu'il y ait des conditions difficiles. Mais bien sûr. Mais est-ce que ces conditions difficiles sont rédhibitoires à 200%? On vient de voir que non. Je pense qu'on a perdu 2 ans ou 3 ans à comprendre quelque chose que nous avons expliqué dès le départ. Et même la Constitution, les pays même qui réforment les constitutions, la Constitution, ce n'est pas une solution de marbre. Il y aura toujours des problèmes qu'il va falloir toujours essayer de régler. Je reviens au problème du professeur Dion. La construction d'une nation, ça ne se fait pas en un jour. Cette Constitution-là va régler des problèmes, va en créer d'autres, mais c'est tous les défis. Et c'est là qu'on attend nos amis maliens pour régler ces défis. Nous-mêmes, en Côte d'Ivoire, nous en avons. Donc, on n'attend pas une solution miracle. Mais c'est une question de ramener la légitimité et la légalité pour me permettre de pouvoir dire aisément Excellence Goïta. D'accord, très bien, on vous a compris. Docteur Bangali, rapidement. Rapidement, je pense que j'aimerais dire
au collègue Arthur Banga qui n'a pas besoin de distribuer des étiquettes aux autres panélistes pour pouvoir faire passer ses idées. Et je considère que sur ce plateau, on a eu à défendre pas des coups d'État, mais plutôt à critiquer l'approche de la CEDEAO. Et critiquer l'approche de la CEDEAO ne suppose pas qu'on défend un coup d'État. Donc, il ne faut pas, je vais dire, extrapoler... La précision est faite. Voilà, vous faites coup d'État, s'il vous plaît. La précision est faite. Je ne connais pas un seul intellectuel sérieux qui pourrait défendre des coups d'État sur un plateau de télévision. Ce n'est pas possible. Alors, au-delà de ça, j'aimerais quand même dire qu'on se réjouit de ce qu'il y a eu ce vote, parce que la situation au Mali a évolué. Depuis 2020, il y a eu, en tout cas, si on s'en tient à la communication de l'armée malienne, c'est qu'il y a eu une montée en puissance de l'offensive de l'armée qui a permis aujourd'hui qu'il y ait une situation, qui favorise qu'on ait des élections. Déjà, pour dire que si personnellement, j'ai toujours pensé qu'il était impossible, dans les conditions de 2020, qu'il était impossible d'organiser des élections, évidemment, la situation pouvait évoluer. Et donc, elle a évolué aujourd'hui. C'est bien qu'il y ait eu ces élections. Et dernier point pour finir, malheureusement, le débat a été un peu, je dirais, un peu dérangé par cette polarisation sur la question de la laïcité. Finalement, quand on a écouté le débat, on a l'impression que les Maliens ont manqué une occasion de discuter des questions de fond, des questions fondamentales. Et on est resté là entre deux camps, le bloc des religieux et le bloc du oui, à se battre autour de est-ce que le Mali demeure une laïcité où le Mali devient, bon, je ne sais pas moi, une république islamique. Et finalement, ça a biaisé le débat. Et les questions de fond, on est passé à côté. Tout à l'heure, ça a été relevé. On a donné plus de pouvoir au président de la République. On a créé des institutions bijotivores. Et donc, tout cela est passé à côté parce qu'on était trop occupés à discuter de la question de la laïcité, malheureusement. Très bien. Landry ? Première chose à rectifier. La formule selon laquelle la langue française est une langue de travail n'existe nulle part dans cette Constitution. Il est dit clairement que le Mali reconnaît comme langue nationale, je crois qu'il y en a 13, qui ont vocation à devenir plus tard des langues officielles. La langue française étant la langue officielle. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et c'est écrit à quel article ? Je n'ai pas l'article en tête. Je n'ai pas l'article en tête, mais la langue de travail, ça n'existe pas. Je l'ai lu, la Constitution, vous pouvez la consulter plus tard. Mais autre chose, je termine. Un juriste, quand il parle, il donne l'article. Oh, mais vous-même, lorsque vous avez cité ça, vous n'avez cité aucun article. Vous n'avez cité aucun article. Je m'adresse à vous. Justement, et donc il y aura le temps de pouvoir consulter ça plus tard, parce que lui-même n'a cité aucun article. Autre chose qui est importante à dire, c'est que, soyons factuels, des gens organisent un référendum. Le référendum les oblige, bien sûr, à pouvoir tenir l'ensemble du territoire national. Mais lorsqu'ils le font, quand bien même certaines contrées, dit-on, n'auraient pas eu l'opportunité de voter, ils renvoient la question politique selon laquelle ils sont en capacité de pouvoir tenir les élections présidentielles en 2024. Ils ne peuvent plus avoir quelque prétexte que ce soit. D'accord, très bien. C'est donc réjouissant pour la CEDEAO de savoir que la junte au pouvoir est en capacité d'organiser les élections, de tenir les délais. Nous prenons la junte au fait qui est celui d'avoir organisé le référendum, lequel référendum nous assure qu'elle est en capacité de tenir ses engagements pour 2024. Très bien. Pour vous, le référendum, c'est un avant-goût de la présidentielle qui sera organisée, qui est censée être organisée en 2024. C'est d'autres choses. Idrissa Keïta, sur la question de la langue, est-ce que vous avez des précisions à nous porter ? Effectivement, le Mali a décidé de s'assumer. Et évidemment, sur la question de la langue, c'était tout simple. Hein. Vu que la langue n'est pas entièrement écrite par toute la population, ils sont en train d'y travailler. Elle est déjà parlée par tout le monde. Désormais, un officiel, s'il rencontre un autre, d'ailleurs, il peut se permettre de parler en bambara et on va le traduire. Ou dans une autre langue désormais officielle. J'avais tenu à prendre part à cette émission pour faire des précisions par rapport à l'abstention. Allez-y rapidement. Encore aux confrères rapidement que, comme je l'ai dit, il faut respecter les protocoles. Il y a un chef suprême des armées, selon la charte ou la Constitution, qui est aussi aux commandes de la magistrature, c'est le colonel Assimi Goïta. On s'en tient à cela avant que le retour à l'ordre constitutionnel soit effectif. Maintenant, pourquoi je voulais intervenir ? Tout d'abord, au niveau de Kidal, il faut savoir que les positions sont tranchées. Il y a ce qui s'appelle la MODEL, la mission d'observation des élections, qui, depuis plusieurs années, suit les élections et a fait un rapport où elle a parlé
du fait qu'il n'y a pas eu d'élection à Kidal. Systématiquement, le lendemain, le collectif pour la refondation du Mali, principal soutien phare de la transition, a démenti et a condamné cette sortie. Sauf que le lendemain, l'EIJ, l'autorité organisatrice, l'organe indépendant des élections, a aussi dit qu'il entend faire des poursuites contre ceux-là qui donnent des résultats. Mais au bout du compte, les mouvements armés de Kidal ont fait un communiqué officiel pour dire qu'il n'y a pas eu d'élection à Kidal. D'accord. Finalement, qui dit vrai, qui dit faux, mais surtout, quelle est la conséquence? On a moins de 40%. Et je voulais ajouter un autre point qui est passé sous silence. Ah, je suis obligé de vous interrompre, hein, Idrissa. Bon, dans la nouvelle région qui s'appelle Nara, il y a une localité, Eban, où depuis le 11 juin, il y a eu des exactions de militaires russes. Et ces exactions-là ont conduit à la mort du chef du village et d'autres personnes. Et l'imam et certaines personnes ont été prises dans ce rapt. D'accord. Les populations de là-bas, je parle et je pèse ce que je dis. J'ai reçu tous les documents, les communiqués de toutes les entités et secteurs de la région qui ont condamné, qui ont aussi appelé au boycott. Cette zone aussi n'a pas voté. Et je tiens à rappeler que même le gouverneur de région s'est rendu dans les familles endeuillées avec plusieurs officiers issus des ministères, issus même du Parlement, mais c'est passé sous silence. Idrissa Keïta, où voulez-vous en venir? Où voulez-vous en venir? Il y a aussi des localités qui n'ont pas eu à voter. Et c'est ce qui expliquerait en partie le fait quand même que nous ayons moins de 40% pour finalement avoir les 97% que vous savez. D'accord, très bien. Sinon, le camp du oui qui a gagné a mis le paquet qu'il fallait pour pouvoir gagner. D'accord, très bien. Il y a un pays, en tout cas une puissance avec laquelle le Mali a des liens très forts. C'est la Russie, évidemment. L'actualité dans ce pays n'a échappé à personne. Alors qu'il était décidé à prendre le contrôle de l'appareil militaire russe, Evgueni Prigojine, le patron du groupe paramilitaire Wagner, a finalement fait volte-face. Je vous propose de voir ce sujet rapidement, messieurs, et on en parle juste après. C'est maintenant le moment où le sang peut couler. C'est pourquoi, conscients de notre responsabilité dans l'effusion du sang russe, d'un côté, nous faisons reculer nos colonnes et nous retournons dans les camps de campagne, conformément au plan. Cette annonce de Evgueni Prigojine, chef du groupe paramilitaire Wagner, marque la fin d'une rébellion armée qui a duré 24 heures et qui a mis la Russie sous tension extrême ce samedi. Après avoir critiqué la stratégie militaire russe en Ukraine et promis de libérer le peuple russe, Prigojine a finalement fait machine arrière. De son côté, le président russe, confronté à son plus grand défi depuis son arrivée au pouvoir en 1999, a tenté de garder la main face à cette rébellion. Il a dénoncé une trahison et annoncé des poursuites judiciaires contre le commanditaire de cette rébellion. Des poursuites qui vont être finalement abandonnées à la suite de ce nouveau dénouement. Monsieur, c'est une situation on ne peut plus inattendue. Docteur Bangali? Oui, c'est une situation on ne peut plus inattendue, mais je pense que la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui sert plus les intérêts de la Russie qu'elle ne les dessert. Pourquoi? J'aimerais quand même me démarquer de l'interprétation qui a été faite de la question parce que au niveau du front, il faut commencer l'analyse au front pour comprendre ce qui se passe derrière les lignes du front. Au niveau du front, lorsque la Russie lance cette opération spéciale, l'objectif principal, c'était de reprendre le contrôle intégral et d'anticiper l'offensive que préparaient les forces ukrainiennes pour récupérer le Donbass, qui représente seulement 9% du territoire. Aujourd'hui, la Russie a réussi à capturer 20% du territoire de l'Ukraine et a réussi également à, disons, construire une ligne de fortification. Et généralement, quand en situation de conflit, une armée se barricade, ça suppose que elle veut préserver ses acquis. Donc, après la construction de la ligne Fabergé, qui est une ligne de fortification de 800 km de longueur et 30 km de largeur, la Russie était dans une situation où elle avait sécurisé ses positions en avant. Et donc, la seule menace qui pouvait aller contre, disons, cette stratégie devait venir forcément des lignes intérieures. Et depuis le commencement du conflit, disons que les hypothèses que du côté occidental les hypothèses qui étaient mises en avant, c'est d'abord, dans un premier temps, d'utiliser des caciques, si vous voulez, des oligarques,
pour déstabiliser le pouvoir de Poutine. Cette stratégie, à l'intérieur. Donc c'était en fait le seul moyen de renverser Moscou, c'est d'utiliser une stratégie, si vous voulez, des chevals de Troie intérieurs. Donc cette première stratégie a échoué parce que des oligarques ont été jetés en prison, certains ont disparu de manière un peu curieuse, et donc ça n'a pas prospéré. Alors, à un moment où on est à un tournant du conflit, où l'Ukraine lance une contre-offensive qui est en difficulté, voici qu'un personnage que tout le monde a toujours décrit comme quelqu'un qui était un pantin, quelqu'un qui était pratiquement un fou, et qui lève une armée de 25 000 personnes et qui essaie de marcher sur Moscou. Un pays comme la Russie, qui est une puissance nucléaire, qui a un contingent militaire total qui s'élève à 800 000 soldats, vous avez seulement 25 000 éléments et vous voulez prendre Moscou avec 25 000 éléments dans un contexte où la plupart de ces 25 000 éléments sont des anciens taulards. Donc, pour vous, c'est une mise en scène? Pour moi, je considère que ce qui se passe aujourd'hui en Russie sert les intérêts de Moscou parce que ça va être, si vous voulez, l'élément déclencheur pour prendre une loi martiale pour administrer la Russie dans un contexte, disons, spécial et permettre qu'à l'intérieur, on puisse écraser toute possibilité de soulèvement intérieur et figer la ligne de front pour qu'on puisse évoluer dans la situation qu'il y a eu en Corée aujourd'hui où, après que la ligne de front se soit figée, on a eu une Corée au sud, une Corée au nord et les choses sont restées stables jusqu'à aujourd'hui. Arthur Banga n'est pas de cet avis. Non, mais il faut être sérieux un coup. La première chose que je veux dire, il y a un discours politique très clair qu'on a écouté ici, nous tous, le 23 février. 3 objectifs. Le Donbass n'était pas dans ces objectifs-là. Il ne faut pas inventer les choses. Démilitariser, dénazifier, neutraliser. Où est le Donbass qui est dedans? Il ne faut pas qu'on dise des choses. Bon, je ne vais pas dire des mots. Tout ça concerne le Donbass. Sérieusement, les 3 objectifs sont clairs. Ils sont tous des échecs. Le Donbass n'a jamais été cité d'un objectif. Hein? Pourquoi on vient nous dire que l'objectif c'est le Donbass? Poutine a fait un discours le 23 février devant nous tous. Bon, ça fait partie de son analyse. Non, mais l'analyse, c'est quelque chose de logique quand même. Il y a un discours, Arthur Banga, est-ce que vous croyez à la mise en scène? Non, ce n'est pas une mise en scène, c'est faux. Ce n'est pas une mise en scène. Pourquoi? D'abord, aujourd'hui, on le voit, hein, la presse américaine est très claire dessus. Le Washington Post avait depuis 2 semaines déjà les informations, la CIA avait déjà les informations et les Ukrainiens tablaient sur plus tard. Je vous explique bien ce qui se passe. Voici un monsieur qui s'appelle Prigojine, qui a Wagner, qui finalement, depuis 1 an, c'est son armée qui fait la seule victoire, Bakhmut. C'est Wagner. Oui. L'armée naturelle là, perd toutes ses batailles depuis. On les a chassés de Kiev, on les a chassés de Kharkiv, on les a chassés de la région de Kherson, ils ont fui partout. La seule victoire en 1 an, c'est Bakhmut, qui est tenue par Wagner. Si. Au bout d'un moment, on l'a dit le 1er juillet, toutes ces milices, y compris Wagner, passent sous commandement de l'armée. Alors que depuis 1 mois, 2 mois déjà, Prigojine ne fait que insulter tous les jours le commandement militaire. Pour Poutine, tant que, comme tout chef, aime bien quand ses lieutenants se battent. Mais au bout d'un moment, il fallait trancher. Et il a tranché en faveur du Shoigu et du chef d'état-major. Ce qui n'a pas plu à la milice Wagner, qui a donc décidé de rentrer en rébellion. Mais non, Poutine s'est levé à 9h pour faire un discours. Il a barricadé Moscou. Ils ont cassé les choses, là, les routes, là, pour faire des tranchées. Et il vient me dire que c'est une mise en scène. C'est pas une mise en scène, il a eu peur. Il a même fait un discours. Le Biélorusse l'a sauvé. Il est rentré en médiation. S'il vous plaît. Et ça s'est passé. C'est devant nous tous. D'accord, nous tous, on a vu ça. Je vais terminer dessus. Oui. Comment on peut me dire que, même jusqu'à lundi, demain, là, on ne sort pas à Moscou? C'est-à-dire que même malgré ça, là, on continue de garder des mesures. D'accord. Et puis il veut me dire que c'est une mise en scène. Très bien. Arthur, on vous a compris. Geoffroy, moi, j'aimerais faire une autre analyse. Allez-y. Ce que je ne comprends pas, c'est que depuis la fin de la guerre froide, c'est l'émergence d'armées privées utilisées par les 2 anciennes grandes puissances mondiales, les États-Unis et la Russie. Wagner, ce n'est pas la première armée privée utilisée dans un conflit. Rappelez-vous, en Irak et en Afghanistan, Blackwater, avec les Américains. Alors ça pose un problème, parce que l'armée fait partie de ce qu'on appelle les pouvoirs régaliens de l'État. Seul l'État a le contrôle d'une armée. Dans un pays, lorsqu'il y a une deuxième armée, une troisième armée avec un autre commandement, ça pose le problème de l'exclusivité du pouvoir et donc de l'existence même de l'État. Est-ce qu'avec la privatisation des armées, nous allons vers la fin des armées régulières? Et dans cette logique, avec l'émergence des grands capitaux, est-ce que, in fine, nous ne tendons pas vers la privatisation de l'État? Question inaugurale.
Très bien. Landry Couillot? Alors, moi, je ne vais pas tomber dans la politique fiction. Hein. Moi, je suis factuel. Oui, selon les faits, est-ce que vous pensez que c'est une mise en scène? Les faits sont que, je vais faire l'économie de ce qu'Arthur a dit, mais il est de notoriété que le 1er juillet, Wagner, comme 7 autres milices armées, était appelé à incorporer l'armée. Mais quand Prigojine voit ces éléments être incorporés, même partiellement, il perd du pouvoir. Parce qu'il existe celui-là, parce qu'il y a Wagner, parce qu'il y a des personnes qui recrutent dans des prisons, donc des assassins, qui fait des soldats, qui emmènent un peu partout dans le monde pour servir les intérêts de Moscou. Si aujourd'hui la Russie a une soi-disant emprise en Afrique, c'est pas parce qu'elle a développé une diplomatie puissante, c'est parce que Wagner y est. Exactement. Donc, lorsque l'individu a l'impression que dans sa bataille ou que dans sa rivalité avec le chef d'État-d'armée et le ministre de la Défense, il est en train de perdre ce combat-là parce qu'il se plaignait depuis plusieurs mois de ce qu'il ne reçoit pas de soutien, n'a pas d'armes, n'a pas de munitions. En réalité, on tente de l'affaiblir. Il a une réaction de survie, c'est un homme d'affaires. Il se rend compte qu'on fait tout pour l'éliminer. Alors, que va-t-il faire? Il fait un coup de poker. Son coup de poker, c'est lequel? C'est de dire, je vais fragiliser le grand Poutine à l'intérieur de l'État, quand bien même les Russes, les populations se refusent d'avoir une guerre civile. Et pour Poutine, c'est la pire des choses. Même tirer sur quelqu'un pour qu'il y ait des échanges de tirs au sein de la Russie, c'est la pire des choses parce que ça prouve qu'il est incapable de tenir son pays de main de fer. Quand Poutine se tient devant tout le monde et qu'il fait un discours et qu'il rappelle 1917 en se mettant là dans le scénario, dans la peau du tsar Nicolas II, c'est risible. Et lorsqu'il dit, il évoque l'éventualité d'une guerre civile. Cela veut dire quoi? Il ne dit pas que je vais écraser cette rébellion-là. Il dit, il y a une menace de guerre civile. Cela veut dire que je reconnais qu'en face de moi, il y a une puissance que je ne peux pas écraser du jour au lendemain. Et qu'elle est en capacité de pouvoir mener, ne serait-ce que sur une certaine durée, les combats. Or, une guerre civile, c'est quoi? Une guerre civile, c'est de pouvoir mettre en difficulté des populations. Par voie de conséquence, la décision qui est celle de ne rien faire est peut-être pour moi une décision tout à fait sage et responsable. Très bien. Et de pouvoir obtenir de la Biélorussie et de son président la possibilité de pouvoir négocier. Maintenant, c'est de savoir c'est quoi la suite, qu'est-ce que Prigojine a pu obtenir pour ne pas aller à l'affrontement. Mais dans tous les cas de figure, je suis sûr d'une chose, Prigojine n'avait jamais pour intérêt de pouvoir affronter Poutine. C'était juste faire passer un message, je ne veux pas disparaître. Un coup de poker pour vous. C'est tout. Il ne les veut heures pas disparaître. Et les jours à venir nous diront. Professeur Dion, on termine avec vous. D'accord. Alors pour moi, je ne pense pas que ce soit de la comédie. Un pouvoir ne peut pas s'auto-saborder de cette manière-là, surtout quand il est en guerre. Poutine dit vouloir mener une guerre civilisationnelle, c'est une guerre contre l'Occident. Il l'a dit. Prigojine est le bras armé de Poutine. À travers lui, Poutine avance masqué. Ça, c'est le travail des milices privées. Seulement, la milice de Prigojine est une milice particulière, puisqu'il est l'instrument de la déstabilisation qui est en œuvre aujourd'hui. Le combat de la Russie, c'est Prigojine. C'est lui l'interlocuteur de tous nos chefs d'État et de tous nos putschistes poutinisés ou potentiellement poutinisables. Donc cet homme-là, il compte. Bien sûr. Ce qu'il dit à Poutine à travers cette action d'éclat, c'est que je n'accepte pas d'être marionnettisé. Et pour vous, c'est le divorce entre les deux? Ce n'est pas le divorce pour le moment. Poutine n'a pas le choix, il a besoin de Prigojine. Sinon, il aurait réglé cette affaire avec la force. Il a besoin de lui, non seulement sur le front, comme Arthur l'a dit, mais il a besoin de lui en Afrique parce que c'est Prigojine qui est l'interlocuteur de tous ces chefs d'État, je viens de le dire. Poutine ne peut rien faire contre lui et lui, il a aussi besoin de Poutine. Ils sont dans ce jeu. Et je vais terminer avec cette... je sais que ça va surprendre beaucoup. J'ai envie de dire en bon africain que Prigojine a demandé la main de la fille de Poutine. Alors ça va être un peu surprenant, mais je me base sur la fable de Jean de La Fontaine. Vous voyez, on dit que le lion était amoureux. Et le lion, qui est très fort, va voir un père et lui dit « Je veux épouser ta fille ». Qu'est-ce qu'il peut faire devant le lion? Il dit « Oui, j'accepte. On va faire les noces. Seulement, ma fille me dit qu'elle a peur de tes crocs et de tes griffes. »
Si tu peux faire l'effort, au nom de l'amour, d'accepter qu'on rogne tes crocs et tes griffes, bon, on fera le mariage. Alors, le lion tellement amoureux dit, bon, ben, je suis prêt, faites-le. Quand on a fini de prendre les crocs et les griffes du lion, le père n'a qu'à dire, ben, allez, tuez ce lion parce qu'il n'est plus rien. Poutine ne peut rien faire dans l'instant à cet homme qui est devenu surpuissant. Dans l'instant, ouais. Mais Poutine travaillera parce que je ne connais pas un seul homme d'État. Cette humiliation. Je ne connais pas un seul homme de pouvoir qui accepterait cette humiliation. Ça n'existe pas. Très bien. Messieurs, les jours et les heures à venir nous diront la suite, évidemment. Si vous êtes disponible le dimanche prochain, je vous recontacterai évidemment pour poursuivre ce sujet et bien d'autres. Nous avons débordé plus qu'il ne fallait. Merci en tout cas d'être venu sur ce plateau. Docteur Bangali Gideon Goran, Geoffroy Julien Kwao, Professeur Simplicio Dédion, Arthur Banga. Je vous souhaite de passer une excellente soirée, chers internautes et téléspectateurs. Excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Merci beaucoup. Port autonome d'Abidjan, une référence internationale. Cette émission vous a été présentée par la SODEMI, la porte d'entrée du secteur minier ivoirien.